Ouais, on démarre? Allez, on démarre. Bon, on est très content, en tout cas, pour recevoir aujourd'hui, enfin, d'avoir tous les deux. Ça fait longtemps qu'on veut organiser ce débat, cette rencontre. Et puis, en fait, on s'est pris un peu au dernier moment et il a accepté au pied levé, ce qui est quand même cool. Mais au nom de la MHP, on est vraiment ravis que vous soyez là. Et alors, on a commencé une série de ce qu'on appelait des battles l'année dernière. Mais évidemment, on sait que vous êtes d'accord sur plein de points et tout, mais je trouve que c'est quand même intéressant de les rappeler. De la musculation. Et vous ne serez pas obligé de. Il n'y a pas de gants, donc voilà, ça restera. Il a reçu 2 revues et moi une seule. Comment? Il a reçu 2 revues et moi une seule. Ah, voilà, ça comme. Après, de nos jours, on peut s'ébattre à travers des robots humanoïdes qui ont des gants de boxe. Oui. Ouais, bah, tu as ça. Alors. En tout cas, alors, Grégory Vamenugo, pour ceux qui ne connaissent pas, ils le connaissent parce que c'est un des piliers du PEPR, la robotique organique, ingénieur de CEA, et si je ne me trompe pas, tu es directeur adjoint de liste. Non, il faut surtout pas les dire parce que la hiérarchie va l'entendre. Ouais, Non. Je suis le chef du département intelligence artificielle et robotique. Ouais, Oui. ça, ouais. Oui. Voilà, très bien. Et puis José Alloy, qu'on connaît aussi, qui est physicien, et on le connaît bien parce que avec Julien, on avait fait une interview de José dans le numéro Futurophonie. Et, et José a la particularité de connaître très bien la robotique, parce que tu es passé par là, voilà, en tant que physicien. Et puis aujourd'hui, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, Tout à fait. tu as fondé, enfin, Oui, un des premiers engagés. sur des questions de prospective et puis d'anthropocène, et qui nous intéresse beaucoup. Ça nous tient à cœur d'avoir ce débat. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à la manière de débattre sur les questions d'anthropocène à l'intérieur du PEPR et que véritablement on ait cette réflexion autour des enjeux que pose la robotique, et enfin, comment on se situe par rapport aux enjeux climatiques. Et, et euh, euh, José publie un article dans un numéro qui est coordonné par Julien et Geoffrey, qui s'intitule Les robots, une espèce en voie de disparition, point d'interrogation, et qui est un article remarquable justement pour poser un peu les choses et avoir un débat. Donc c'est un article qu'on a bien lu, je pense, certains d'entre nous. Et puis j'imagine Grégory aussi. Oui. Ça serait l'occasion vraiment de. Ce qui est fou, c'est que j'ai encore accepté de venir ici pour l'avoir lu. Puisque j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Donc, ouais. on va... Mais bon, il va falloir quand même, je pense, élaborer un peu. Parce que voilà, sur quoi est-ce que tu es d'accord? Ça sera intéressant de discuter de tout ça. Bon, on a isolé un peu des problématiques. Enfin, on s'est dit qu'on pouvait avoir la discussion en 3 temps, en gros. Parce qu'il y avait un aspect qui est très intéressant dans l'article, qui est en fait de réévaluer, enfin d'évaluer la robotique au prisme du vivant. Donc ça, c'est un des. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on adopte le point de vue du vivant et des enjeux terrestres, enfin, voilà, et des enjeux climatiques sur les questions technologiques. Donc ça, c'est une vraie question et je pense qu'on pourra commencer là-dessus et voilà, avoir un débat sur cette question. Il y avait un deuxième aspect aussi qui me paraissait intéressant, qui était alors ce que José appelle le projet de la robotique, au fond. Alors de savoir si la robotique a un vrai projet ou un projet inconscient, si elle suit une ligne inconsciente, ça c'est une question qui nous intéresse, parce que c'est pas toujours, enfin c'est une question sociologique et en même temps civilisationnelle, voilà, qui est posée, je dirais, à la fois aux sciences sociales et puis aux sciences de la Terre. Et puis il y avait un troisième aspect, je prends mon papier, qui était alors, peut-on sauver les robots ou les réimaginer, enfin, à partir de leur métabolisme?
qui est une notion clé que tu proposes. Il y a plusieurs notions qui sont très intéressantes dans l'article de José. La notion de chimie sèche, la notion de métabolisme. Il y a quoi encore? Le génie ingénierie que José déplace dans la nature, chez les humains. Voilà, c'est des notions qui me paraissaient intéressantes à aborder, qui peuvent servir de point de départ. Alors peut-être la première question qu'on avait envie de poser, c'était, peut-être que José, tu peux commencer par répondre. Quel changement s'opère quand on pense métabolisme et chimie et plus globalement les enjeux de la robotique actuelle à partir du vivant? Alors, moi, je suis parti, alors, juste une anecdote, ce qui est très rigolo dans la robotique exotique que j'ai faite, c'est que j'avais pendant des années devant moi à la fois des animaux et des robots qui étaient supposés collaborer entre eux. Donc j'avais à la fois une expérience de biologie et une expérience de robotique, puis on essayait de faire la jonction. Et ça a dû me travailler dans mon inconscient au moment où je me suis reposé la question de l'Anthropocène, en fait. La question de l'Anthropocène, c'est la géophysique de la planète qui s'invite dans la discussion des sociétés humaines de manière inévitable, en fait. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on va faire pour prendre en compte cette géophysique qui devient un acteur majeur, et géophysique qui est modifiée par l'activité d'une partie de l'humanité qui est devenue une force tellurique. Alors, la notion de métabolisme, c'est une des notions centrales. Je couple ça avec la notion de système technique, avec l'anthropologie des techniques aussi, pour avoir une vision transversale de c'est quoi la technique dans la tradition en anthropologie, le roi Gourand, Simondon, etc., pour ne pas rester cantonné dans l'aspect technique, matière, énergie, physique du problème, ingénierie du problème, parce que ce n'est pas la seule question, évidemment. Et le métabolisme, je ne l'ai pas inventé, c'est-à-dire ça se passe au 19e siècle. On a d'un côté, on va dire, juste von Liebig, qui en tant que chimiste, propose le métabolisme des plantes et des animaux dans un cadre d'agriculture. Idée qui va être reprise par Karl Marx, qui va transformer ça en métabolisme industriel. Et dès le 19e siècle, on a à la fois une conception métabolique des organismes vivants et une conception métabolique de l'industrie qui est jusqu'à nos jours. Et donc c'est pour ça que je pars de là. Alors pourquoi la référence permanente au vivant? Parce que d'abord, les sociétés humaines, c'est une question de vivant. Les sociétés humaines font partie du vivant, donc c'est une question fondamentale du vivant. Les questions environnementales sont des questions du vivant. Et puis, je m'intéresse donc à la question de la soutenabilité des technologies, c'est-à-dire combien de temps on peut faire durer les techniques qui existent. Et les plus merveilleuses techniques qui existent, ce sont celles du vivant. Et elles ont 3-4 milliards d'années. C'est la même chimie depuis 3-4 milliards d'années. Si je prends rien que la photosynthèse, qui est une technique de conversion de la lumière en liaison covalente, c'est-à-dire pour faire de la chimie, dont l'humanité dépend complètement, évidemment, eh bien ça, je peux vous la faire à 2,5 milliards d'années. Et c'est fondamentalement la même chose que va faire l'évolution biologique, c'est améliorer les choses. On va avoir des nouvelles plantes qui vont, etc. Mais on a essentiellement quelque chose qui dure quand même depuis 2 milliards d'années. Chapeau. Alors, ce que nous, on fait va durer, alors on peut discuter parce que ce ne sont pas des prédictions, mais des estimations. Les techniques inventées qui héritent de la révolution industrielle, si on les garde 2-3 siècles, c'est magnifique. Donc, c'est comme ça que part la réflexion. Et donc, on a besoin d'une vision système-Terre, c'est-à-dire on prend l'ensemble de la géophysique, de la biogéophysique de la planète comme acteur principal. On regarde la connexion des sociétés humaines, de tous les artefacts que les sociétés produisent, en fonction de ce métabolisme final, qui est celui de la Terre, en fait. Alors, le métabolisme a continué à évoluer, l'idée de métabolisme a continué à évoluer au cours du XXe siècle. On est passé au métabolisme cellulaire, en plus de la physiologie qu'il y avait déjà avant. On s'est rendu compte que c'était une chimie unique, il y a une unicité du vivant. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un métabolisme des écosystèmes. Et in fine, on se rend compte qu'il y a un métabolisme terrestre, en fait. On pourrait définir une sorte de physiologie de la Terre. Et la question qui se pose à ce moment-là, que je pose à Grégoire, c'est quelle est donc la place des robots dans ce micmac? Il faut que je réponde maintenant. Non. Oui, c'est le micmac. Alors, il y a
il y a des choses très, très intéressantes. Et quand j'ai lu l'article de José qui me sont venus à l'esprit tout de suite, c'est qu'en effet, le vivant, on dit le vivant, c'est la série de réactions chimiques, l'électrochimie un peu mouillée qui a rendu possible d'avoir des organismes, bon, je ne vais pas l'appeler des objets, mais des êtres qui luttent contre l'entropie. Qui, Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. Il parle à C'est un micro qui n'est pas C'est un micro qui n'est pas coupé. Il parle à sa voisine. Oui. Et oui, donc, on a eu beaucoup de succès, évidemment. On ne peut pas dire qu'il y en a une forme en particulier qui a eu plus de succès, mais quand ça a du succès, ça se répand un peu partout. Il y a des lois exponentielles parce que ça se reproduit tout seul. Et après, quand il y a le météorite qui arrive, changement de température, etc., il y a peut-être une autre qui va prendre la place, mais toujours sur ce même système. Donc finalement, c'est un métabolisme qui, et je pense, je sais, tu le dis dans ton article, il optimise pour l'efficacité énergétique parce qu'on ne sait pas quelles sont les ressources qu'on va avoir, parce qu'on ne sait pas quelles sont les choses qui vont changer. Et donc, quand les choses changent, il y a une autre forme de vie, mais c'est toujours le même principe. Et l'humain, à la base, c'était ça aussi. Et ce qui est intéressant, et donc on a des débats aussi avec d'autres copains, c'est est-ce que les organismes, est-ce que c'est cette couche vivante qu'il y a sur la Terre, elle est en train de devenir plus complexe ou pas? Donc, quelle partie de la biomasse aujourd'hui, elle appartient ou elle est constituée d'éléphants, d'humains, d'organismes plus complexes et quelle partie est constituée de bactéries. Et donc, une fois qu'on aura fini de faire toutes les bêtises qu'on est en train de faire et qu'il n'y aura plus d'humains, je n'ai pas de doute qu'on pourra revenir aux bactéries et redémarrer le processus. Mais ce qui est curieux avec l'humain, qui se reproduit aussi de façon exponentielle, et là encore, c'est ce que José vient de dire, c'est qu'on fait des artefacts. On a toujours fait des artefacts, et très rapidement, on a commencé à faire des artefacts des choses physiques, qui contenaient des connaissances qu'on pouvait se passer entre nous. Et donc, on pouvait faire des artefacts de plus en plus complexes, de plus en plus de connaissances. Et à un moment donné, donc on voit la révolution industrielle, à un moment donné, on commence à faire des artefacts dématérialisés. Et donc, on a cette accélération exponentielle, pas de la forme de vie en soi, mais de ce que cette forme de vie est capable de faire. Donc d'abord, on a servi le vivant. On mange encore des champignons et des choses qu'on a besoin, mais les bêtes est plus grande. Et après, après, on a commencé à servir les roches, le minérail, donc tout le reste. Et donc, on s'est servi de cette autre matière qui n'était pas vivante. Et les robots, aujourd'hui, ça fait partie de cette matière qui n'est pas vivante. Après, on va voir si ça va rester le cas. Qu'on a servi pour faire quoi? Donc, autrefois, j'avais l'idée que c'était parce qu'on était fainéants et c'était de faire de moins en moins possible. Mais ça, c'est important. Parce que le faire quoi? On est en train de parler d'une intention, alors que, on parlera du projet de robotique, l'ADN n'a pas d'intention, c'est juste survivre. Donc, est-ce que l'humain est en train de faire des robots juste pour survivre? Non, je pense pas. C'est pas juste pour survivre. Alors, c'est là où j'amène un point de vue qui est peut-être biaisé, qui va biaiser le débat et qui est un peu le point de vue humaniste. Pourquoi est-ce qu'on développe des technologies? Et mon maître des thèses, très, très, très sage autrefois, me disait que la technologie, elle était là pour qu'on puisse vivre plus d'expérience en tant qu'être. Ça veut dire vivre plus longtemps, voyager plus loin, et là, on commence à faire tous ces objets. Mais donc, par définition, tous ces êtres vivants, ils sont plus efficaces énergétiquement. Et quand on regarde l'efficacité de calcul de l'humain, on était dans des milliards de fois de plus que les clusters de calcul. Quand on regarde l'efficacité de locomotion, donc les watts par kilo, le biologique, il est encore largement supérieur. Quand on regarde combien d'énergie il faut pour les capteurs, là encore, le biologique est largement supérieur. Mais
quand on regarde les quantités absolues de ce qu'on peut faire, et ben avec la matière morte, quelque part, plus dense, avec des liens atomiques plus solides, on peut faire des choses qui sont plus solides, on peut développer plus de vitesse, plus d'énergie. C'est pour ça qu'on s'est doté de ça. Et la robotique qu'on avait fait jusque-là, ça allait dans ce sens-là. On va faire des choses que l'humain ne peut pas faire. On va faire des choses plus précises, on a des choses plus robustes, plus rapides, et donc on était dans cette optique-là. La robotique d'aujourd'hui, quand on commence à fantasmer sur la robotique humanoïde, on essaie de répliquer ce qu'on est nous, et c'est là où, pour moi, les questions se posent vraiment vers où est-ce qu'on va. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne vais plus avoir des choses à dire plus tard. Mais tu es d'accord avec le diagnostic global posé par José à ce niveau-là, enfin, je me base sur le... Oui. Donc, si on adopte le point de vue du vivant. Le vivant, oui, tout à fait. Le vivant, c'est un métabolisme qui peut tout à fait être exponentiel et partir en vrille, et il est capable derrière, parce que les ressources vont disparaître, il est capable de se auto-moduler. Quand on fait de l'extraction de la chimie sèche, on fait ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas le cas. Par contre, et là je pose aussi le pion, on n'est pas du tout à un stade où on peut imaginer que ces robots vont commencer à se reproduire tout seuls avec du minéral, avec des terres rares, avec de lithium sans nous, et que ça va partir en exponentiel. Ils ont besoin de notre bêtise pour dépouiller la Terre. Pour l'instant. Voilà. Il y a juste une question que je voulais, une remarque que je voulais ajouter là-dessus, c'est donc moi je ne suis pas militant ni écologiste, d'ailleurs je parle rarement de problèmes environnementaux en fait. Donc le climat, la biodiversité, toutes les pollutions, ce n'est pas central dans mon raisonnement. Donc je ne suis pas non plus technophobe, c'est-à-dire je milite contre rien en fait, ni pour d'ailleurs. J'analyse en se disant, bon, la question qui se pose pour la technique qui est centrale dans les sociétés humaines, c'est sa durabilité d'une part, et après sa soutenabilité d'autre part. Donc, ne fût-ce que la durabilité, c'est-à-dire est-ce que ça peut durer longtemps dans le temps, indépendamment des questions environnementales, la réponse est non. Et la réponse est non pour deux raisons. C'est parce que une raison principale qui est on utilise des fossiles, pas les animaux fossiles, mais les combustibles fossiles ou les minéraux, donc fossiles, c'est-à-dire extraits de la terre, qui sont des stocks. Alors, les combustibles, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'une fois qu'on les a brûlés, ils disparaissent et on ne peut pas régénérer à l'échelle humaine, des sociétés humaines, les quantités de pétrole, de charbon et de gaz qui ont été générées au Carbonifère et au Dévonien. Donc, il va y avoir un épuisement. Et en fait, les technologies actuelles, et les technologies numériques sont l'archétype de la technologie zombie, c'est-à-dire elle est morte vivante. Elle est vivante parce qu'elle continue d'envahir le monde, comme on le voit tous les jours, mais elle est morte parce qu'elle est vouée à disparaître, parce qu'elle contient elle-même sa fabrique d'épuisement. C'est-à-dire son métabolisme ne peut induire que la rareté et, in fine, l'épuisement. Ça, c'est dans un scénario où on regarde, j'aimerais bien maintenir le monde tel qu'il est actuellement, aussi longtemps que possible, parce qu'il n'y a pas que des choses horribles fournies par la technique, évidemment. Hein, la question n'est pas de faire un procès de la technique, puisque évidemment, on est très content si on va dans un hôpital, on est super content qu'il y ait des techniques qui fonctionnent. Donc, il y a des tas de choses positives. Et la question qui se pose, c'est je veux les faire durer le plus longtemps. Donc, je veux avoir des robots au siècle suivant, au 22e siècle. Je veux avoir de l'IA supposément utile. Après, on peut discuter si c'est utile ou pas, mais c'est un autre débat. Mais au 22e siècle, la réponse actuelle est non. Pas dans la phase qu'on appelle la grande accélération. L'article de Stéphane, la grande accélération, où toutes les variables sont exponentielles. Donc, dans un monde fini, ça, la physique va dire, ben, à un moment, ça sature. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est déjà le titre c'est pour ça qu'il y a le titre de l'article, c'est quand on a une espèce en voie de disparition, on est inquiet. On se pose des questions écologiques sur qu'est-ce qui va se passer avec cette disparition d'espèces. Donc, quand le robot est une espèce où l'IA, c'est à peu près la même chose, hein, est une espèce en voie de disparition, ben, c'est inquiétant. Parce qu'on est occupé à transformer nos sociétés de manière radicale en introduisant, les robots sont déjà introduits, on en trouve dans toutes les usines, on est en train d'injecter cette nouvelle intelligence artificielle générative qui va bouleverser de manière profonde nos sociétés.
Et puis, on doit faire le deuil de leur disparition. Donc, à un moment, ça va disparaître, ça va se terminer, ou ça va commencer à tomber en ruine, comme dit Alexandre Monin dans son livre, son dernier livre. Donc, on va devoir vivre dans les ruines des technologies qu'on a fabriquées et dans la disparition. Et ça, c'est inquiétant, en fait, parce que nos sociétés, c'est comme les combustibles fossiles, on acquiert une addiction aux combustibles fossiles, et puis on a le sevrage. Alors moi, je n'ai jamais fait de sevrage, malheureusement. Contrairement à ce qu'on pense, je ne suis pas camé tout le temps. Et donc, je n'ai pas dû faire de sevrage, mais c'est une étape médicale qui est assez pénible. Et donc, on va devoir faire le sevrage de la disparition des robots et de l'IA, puisque je n'ai aucun doute qu'elles vont envahir les sociétés humaines. Pourquoi je n'ai aucun doute? C'est la partie anthropologie des techniques, modèles socio-économiques, etc., qui fait que je vois les boucles de rétroaction qui font que ce système-là est robuste et que le projet est émergent. Tu posais la question, est-ce que la robotique est un projet? Ben, c'est un projet émergent d'un système socio-économique avec une cosmologie particulière, en fait, qui est inévitable dans le sens où il y a suffisamment de boucles de rétroaction positives pour faire en sorte que c'est extrêmement difficile d'aller à l'encontre de ça, dans les sociétés occidentales en tout cas. Oui, c'est occidentalo-centré, hein, mon machin. Enfin, j'ai pensé, en lisant ton texte, à un vieux texte de Samuel Butler, donc c'est Erewhon. Oui. Imagine. J'ai été voir le livre des machines. Merci. Qui est probablement une des critiques de la société des machines les plus, les plus puissantes qui ait jamais été écrites et qui est extrêmement visionnaire, où en fait il se projette dans. Alors là, le vivant est très mobilisé dans sa critique, parce que pour lui, c'est le critère à lequel il faut juger les machines de son époque, qui sont des locomotives et tout. Alors, pour lui, c'est des êtres vivants en constitution qui se nourrissent de charbon. Et alors, il a des espèces de fulgurances. Mais en fait, elles vivent, elles sont complètement dépendantes de nous. Et que pour exister, elles se reproduisent par notre intermédiaire. C'est-à-dire qu'il introduit l'humain dans la boucle pour montrer qu'en fait, s'il y a, je dirais, des critères qu'on applique aux vivants qui marcheraient dans le domaine des machines, c'est en incluant l'humain dans la boucle. C'est comme ça qu'elles deviennent, que les machines deviennent vivantes. Et il a écrit des lettres à Darwin, à qui il reprochait de ne pas avoir inclus les machines dans l'histoire naturelle. Donc c'était berger et alors, parce que ce que ça m'a inspiré ton idée, c'était que, parce que dans le vivant, il y a aussi des couches. Par exemple, les virus, c'est pas vivant, mais ça va parasiter les cellules. Ça va habiter des cellules et se reproduire comme ça. Il y a quand même toute une couche dans le vivant qui est inerte, enfin qui est morte, disons, mais qui, enfin plus ou moins. Alors, je sais pas, voilà. Donc, est-ce qu'on n'en est pas là plutôt dans cette espèce de zone où on est dans cette phase d'une symbiose? Voilà. Ouais. Où les choses sont beaucoup plus compliquées à évaluer que simplement, enfin, avec un espèce de chibolette où il y aurait le vivant d'un côté et la matière morte de l'autre. Non, là, j'extrapole. On n'a pas toute on a la nuit, pas devant ça. J'extrapole. En fait, moi, l'idée de métabolisme, comme je disais, on arrive à un métabolisme terrestre. Certains auteurs parlent d'une physiologie terrestre qu'on pourrait décrire, qui est sous-jacente aux sciences du système Terre. Et en fait, moi, j'en arrive à la conclusion, je ne suis pas le seul non plus, il y a des gens qui s'intéressent en astrophysique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une époque où on s'intéresse beaucoup à qu'est-ce que la vie. On se réintéresse à cette question à cause des exoplanètes, etc. Et donc, les questions de la physico-chimie des planètes qui pourraient abriter ou pas la vie. Moi, je vais au-delà de ça. Je dis, je ne suis pas le seul, encore une fois. La vie est une propriété planétaire. Et ce sont les planètes qui sont vivantes. C'est un des passages, un détour par le paradoxe de Fermi. C'est ça qui est important. En fait, les virus font partie du vivant de la même manière que le champ électromagnétique fait partie du vivant, en fait. C'est-à-dire, si on retire le champ électromagnétique terrestre, on n'a pas la même planète. On a quelque chose qui ressemble plus à Mars. À ce moment-là, on se fait griller par le vent solaire. Et donc, on n'a pas la même vie. On serait cavernicole. On vivrait que la nuit, par exemple, ou
des grottes. On aurait des carapaces. Voilà, avec des carapaces, etc. Mais donc on voit que les ingrédients abiotiques ont un tel rôle important dans le fait d'avoir cette planète vivante qu'est la Terre, que c'est très difficile justement de couper. Et c'est pour ça je ne connais pas de physicien qui croit plus d'une femtoseconde qu'on peut aller habiter sur Mars. Ça n'a aucun sens. C'est ce que je dis, on ne peut pas transposer la Terre sur Mars. Bon, la Terre est plus grande, ça c'est un détail, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la géophysique de Mars n'est pas une géophysique qui permet le vivant tel qu'on le connaît sur Terre, et donc c'est illusoire. C'est pas moi qui le dis, hein, vous demandez à même Rocard. Ouais, tout à fait. C'est indépendant par ailleurs du fait de le terraformer. Donc Et terraformer, il faut juste 3-4 milliards de denses. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes qui croient le plus, ou qui disent croire le plus à ça, c'est les mêmes personnes qui sont en train de pousser vers une robotique qui se répand de plus en plus. Et les deux projets sont liés. Parce qu'on peut, si on regarde la symbiose, je parlais Emmanuel, ok, on arrive à faire avec les robots qui ne sont pas vivants une symbiose. Il y a des choses dont je suis très fier dans notre laboratoire au CEA, et ça a été l'exosquelette pour faire marcher des patients tétraplégiques. Ça, c'est pas quelque chose qui peut se reproduire indépendamment de la personne. C'est quelque chose qui, tant qu'il y a une personne qui en a besoin, tu peux en faire un, tu peux utiliser un peu de matière et l'aider. Mais si demain il y avait la moitié des personnes dans le monde, logiquement il y aurait la moitié d'exosquelettes qui serait nécessaire, que c'est pas exponentiel. Par contre, je me souviens plus du chiffre, mais c'était 10 milliards de robots, 10 milliards de robots humanoïdes d'ici 2045. J'ai fait les calculs par ailleurs, on en a parlé un petit peu avant. C'était 6 fois. C'était 6 fois. Attends, il faut que je regarde le chiffre parce que c'est très rigolo les chiffres. Le chiffre, c'était 6 fois. L'énergie nécessaire, c'était 6 fois plus d'électricité que ce qui produit la France et aussi 10 fois la puissance électrique de la France pour les faire tourner et 6 fois la production mondiale de lithium pour les batteries. Donc, on voit déjà que par rapport à ce rêve 2045, c'est même pas le siècle prochain, ça fait aucun sens. Donc, après, on parlera de pourquoi on fait le PEPR robotique organique. Il y a des robots partout, mais donc, ça, les limites, et donc, on ne va pas les atteindre le siècle prochain, mais ce projet, dans les mêmes projets de la même personne là dont on parle, il y a le fait de coloniser d'autres planètes et le fait de pouvoir continuer à extraire du minéral là où il n'y en aura plus sur Terre. Et donc, on ne va pas envoyer les personnes, donc on va envoyer ces robots. Donc, ça fait partie de la volonté de continuer un paradigme exponentiel au-delà de la Terre. Et après, on croit ou on ne croit pas. J'y crois pas une seconde, mais ça c'est. Mais on peut comprendre. Après, on revient à l'anthropologie technique. Pourquoi cet imaginaire prend le dessus, etc. et s'impose. C'est une des tumeurs du système socio-économique actuel. Et moi, tu parles du spatial justement. Ce qui me frappe dans le spatial, c'est que c'est quand même un secteur où la densité d'ingénieurs et de scientifiques au mètre carré est très élevée et où la densité d'ineptie et de conneries est encore plus élevée. Et c'est toujours dans l'idée start-up, en fait. Je vais mettre les data centers en orbite. Ah oui, tout à fait. Mais on peut faire un calcul avec un étudiant de première année en physique, on va lui démontrer que c'est idiot. Et donc là, ça c'est de la partie plutôt sciences sociales. Pourquoi on arrive à de telles absurdités parce que derrière les combustibles, enfin, qu'apportent les combustibles fossiles aux sociétés humaines? C'est une puissance infinie, enfin illimitée. Infinie, c'est métaphorique, puisqu'évidemment elle est finie, mais une puissance illimitée. C'est-à-dire du néolithique jusqu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, on vit sous la contrainte solaire. Et donc le métal est précieux, le verre est précieux, etc., etc. Et les combustibles fossiles nous donnent l'illusion de nous libérer de la contrainte solaire. Et à ce moment-là, on a une puissance quasi infinie. On peut fabriquer des usines qui fonctionnent en gigawatts. On peut produire de la tonne d'acier à l'heure. Des choses extraordinaires. Et donc cette puissance physique libérée grâce aux combustibles fossiles, dont la seule contrainte, c'est le génie des ingénieurs
la vitesse d'injection du combustible dans le brûleur, et ça, les ingénieurs sont brillants, ils font ça très bien. Et donc, cette puissance physique se convertit en puissance militaire et économique. Et donc, si la France n'avait pas fait le charbon, ben, on serait citoyen britannique et on parlerait anglais pour le moment. Donc, la robotique est une extension, et l'intelligence artificielle, toutes ces techniques sont une extension de cette, cette forme d'hubris, où c'est ce que disait Ellul, où on se rend compte que cette technique devient quasi autonome. C'est pour ça je parle dans l'article comme si les robots avaient une intention. En fait, le système robotique, il a une intention. Il a une intention qui est émergente du système socio-économique et de l'imaginaire associé. Et donc, c'est quasi inévitable de faire les robots. On voit bien que aucun politique ne va dire on va interdire l'IA comme dans Dune. Je regarde. On va interdire les machines intelligentes. La djihad butlérienne. Voilà, exactement. On va interdire. Il n'y a personne qui dit ça, c'est extraordinaire. Je parle en tout cas les pays occidentaux, parce que les autres, je ne les connais pas très bien, mais même la Chine ne dit pas ça. Donc il y a quelque chose de diabolique dans la technologie, plutôt dans le système socio-technique dans lequel on est en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème que j'ai avec ça, c'est encore une fois, c'est que si on est déçu par la politique ou par les dictateurs, si on aime bien les dictateurs, mais il n'y a personne qui répond de manière structurée et raisonnable à cette question de soutenabilité des techniques. Le problème qui va se passer, c'est ça qui m'inquiète, c'est que la physique n'est pas négociable. La physique du problème n'est pas négociable. Et donc la régulation aura lieu. Mais de manière impitoyable, comme dirait Clint Eastwood dans un western. Ce qui est le plus effrayant, c'est qu'il y a peu de possibilités que cette régulation soit consciente par les sociétés humaines pour les mêmes raisons que tu citais, José. Et c'est qu'il y a une boucle techno-économique qui est difficile à arrêter aujourd'hui, qui inclut des façons intrinsèques, c'est pas les robots en tant qu'objets mécatroniques avec de l'énergie qui déploient de la puissance et de l'énergie, mais les données, l'intelligence artificielle, avec tout ce que ça veut dire aussi en termes d'infrastructures physiques pour capturer les données, pour les traiter, pour faire des modèles. Et donc aujourd'hui, le rêve du robot humanoïde à tout faire passe par le rêve des modèles d'intelligence artificielle suffisamment performants, robustes, et donc on parle encore beaucoup de la taille qu'ils vont avoir. Donc il faut que ça grossisse plus, il faut qu'il y ait encore plus de données, il faut qu'il y ait encore plus de capture des données du réel pour que finalement ça puisse se comporter comme une personne. Là, je disais qu'on allait parler un peu d'IA. Là, il y a encore une autre barrière où la physique est implacable. Les modèles qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas des propriétés intrinsèques qui leur permettent de faire la même chose qu'un humain. On est en train de parler de la statistique. Et donc, en les déployant, on rajoute de la fragilité à l'écosystème complet. La fragilité, c'est même le robot qui est censé faire quelque chose. Il rencontre un type de oiseau qu'il n'a jamais rencontré, il fait le contraire, il y a tout qui s'effondre. Donc, on est en train avec tout ça, on est en train de rajouter de la complexité au monde qu'on a créé et de le fragiliser en même temps. Alors, comment on fait quand on est roboticien ou ingénieur, comme toi? Donc, si tu partages le constat de José sur tu vois, le vivant et puis sur le projet inconscient de la robotique, enfin, le projet civilisationnel, comment est-ce qu'on fait? Oui, alors je vais dire d'abord une chose. Quand j'ai rencontré José pour la première fois, je voulais l'inviter pour venir parler à mes équipes au CEA et après j'ai changé d'opinion. Parce que je me suis dit que si jamais il venait, il y allait y avoir une dizaine de démissions, donc peut-être la mienne, parce que ce qu'il disait faisait trop de sens. Par contre, là, maintenant tu le sais. C'est toujours volontaire Si pour supprimer les gens. Je sais, mais je te l'ai dit en public, comme ça, c'était pas mal intentionné. Mais donc, j'apprends le problème de la façon suivante. Donc, ce paradigme, cette boucle dont on parle maintenant, qui est une boucle exponentielle, robot plus IA, et les reproduire, je suis prêt à accepter ce que je sais dit par rapport au projet
tant qu'on dit que c'est quelque chose d'inconscient. Le problème, c'est qu'il y a des consciences humaines et pas un nombre tellement grand derrière tout ça. Je dirais une confluence d'intérêts, mais il y a une autre robotique. Et donc, quand on parle de la robotique symbiotique, on pourrait dire, je vais faire une petite réduction à l'absurde, c'est pas tellement différent de l'être humain des cavernes qui utilisaient un caillou pour aller chercher quelque chose. On est en train de se servir de quelque chose qui n'est pas vivant pour augmenter ce qu'on est en train de... ce qu'on fait. Donc, c'est là où je parlais, avoir plus d'expérience, vivre plus longtemps, parce qu'on va tuer le smilodon qui se jetait sur nous. Ben, de la même façon, l'exosquelette qui va venir aider, la prothèse qui va venir aider la personne, pouvoir remplacer des organes par des organes artificiels. Et là, je ne vais pas encore parler, mais je pense qu'on va rentrer dans un instant dans vivant ou mort, parce que ça peut partir très, très vite. Pour moi, ça, c'est une robotique qui est aussi durable ou pas durable que l'être humain en soi. Ce n'est pas une robotique qui a vocation à se démultiplier beaucoup plus que les êtres humains. En termes de masse totale qu'on va extraire, c'est tout bête, mais on ne va pas porter 300 kilos sur nous. Après, si on se fait des exosquelettes qui le permettent, c'est une autre histoire. Mais donc, la robotique pour aider l'humain, c'est sûr. Il y a une autre robotique qui me tient très, très à cœur. Je ne sais pas quelle est la durabilité, la soutenabilité de ça, mais je suis preneur de ton avis à long terme. Et tout ce qui est la robotique environnementale, on parle d'un nombre de robots beaucoup plus réduits, mais qui peuvent nous aider. Et je ne parle pas du tout que de lutter contre la crise climatique, mais qui peut nous aider à améliorer l'environnement qu'on a autour de nous, justement grâce aux propriétés des robots qui peuvent faire plus que les personnes, qui peuvent déployer plus d'énergie, aller plus vite. Donc, je ne parle pas de la durabilité énergétique de ça encore, je suis preneur de ton avis. J'étais, juste avant de venir au débat, on a un beau projet, j'étais un comité de pilotage pour faire des robots qui réparent des canalisations. Et 70% à moins d'émissions de carbone par rapport au procédé d'aujourd'hui, on fait des tranchées, et on élimine les fuites alors qu'aujourd'hui on gaspille un tiers de l'eau potable avant que ça n'arrive aux maisons. Donc, et là, je me dis, il n'en faut pas tant de robots que ça pour pouvoir avoir un impact positif très grand. Et donc des robots qui sont un nombre beaucoup plus réduit, mais qui ont vocation, ben là, après on parle de Wall-E, c'est vocation à nettoyer la planète par exemple. Je me dis qu'au moins dans les décennies à venir, c'est quelque chose qui fait sens, qui vaut la peine et qui peut aussi bénéficier de l'IA. Quand on a préparé la stratégie AI robotique pour la commission, il y en a certains, je pense même des personnes connectées qui ont participé, on a beaucoup poussé ce concept-là. Et dire, si on peut faire la robotique pour entretenir déjà, pour nettoyer, pour faire ce type d'action, l'impact peut être très positif. Alors pourquoi le PEPR robotique organique? Parce que si on imagine un robot qui irait nettoyer la gare de Lyon aujourd'hui, il n'en faut pas 3000 robots qui se promènent dans la gare, mais il y a des milliers de personnes qui bougent. Aujourd'hui, un robot, tel qu'on les conçoit, tel qu'on les déploie, il est assez inutile. Ou alors il est dangereux. Donc, même pour avoir un nombre réduit de robots, si on veut qu'ils cohabitent avec nous, il faut les reconcevoir, il faut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on a la clé, mais bon, l'État nous a fait confiance. On peut y arriver. Et donc, là, je ne parle pas d'une robotique qui a vocation à encore se reproduire, même si il y a des personnes qui disent, même pour les robots environnementaux, ça serait bien qu'ils se reproduisent tout seuls, qu'on ait des milliers, des millions de drones qui sillonnent la planète. Donc, c'est très facile de partir à nouveau dans les mêmes paradigmes exponentiels. J'ai une question. Du coup, cette robotique-là, ça veut dire qu'elle est différente aussi en termes de métabolisme? Pour l'instant, elle ne l'est pas. Au moins à niveau individu. Oui. Mais moi, j'étais dans... Alors, il faut changer le métabolisme
industriel complet là, de l'ensemble de la technosphère actuelle. Donc, j'étais co-organisateur dans le comité d'organisation d'une conférence de robotique très exotique qui s'intitule Living Machines. Et un jour, dans cette conférence, j'ai dit, mais les gars, il faut prendre le titre de la conférence au sérieux et on doit fabriquer des machines vivantes, mais au sens littéral, pas juste. Et donc, il y a une robotique exotique qui démarre à bas bruit parce que quand ça se déplace d'1 centimètre, on peut publier. C'est une robotique qui utilise des systèmes vivants, des tissus vivants, des muscles, des morceaux de muscles généralement d'organismes marins, des aplysies, des choses comme ça. On met le muscle et puis avec le muscle, quand le robot s'est déplacé de 3 cm, c'est champagne, tout le monde est content. Et c'est très intéressant parce que donc les jeunes, d'ailleurs c'est une jeune femme qui a pris cette idée-là vraiment et elle s'est mise à faire de la robotique avec du vivant, à essayer de faire de la robotique avec du vivant. Et puis elle a présenté ses résultats à la conférence l'année suivante et il y a quelqu'un dans la salle qui lui a posé la question en disant, mais moi, vous voulez rire, vous allez déployer ces robots, c'est plutôt aquatique, parce qu'elle était partie sur un animal aquatique. Vous allez déplacer, imaginons qu'on mette ces robots dans l'eau, dans l'écosystème pour faire je ne sais quoi, comme tu dis, éventuellement prendre... Il va se faire manger. Et je dis, bah oui. Bah, évidemment qu'il va se faire manger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient à cette incapacité de la technologie moderne à comprendre ce qu'est le vivant. Il y a une anecdote très amusante là-dessus, c'est le bug. Je vous rappelle le bug informatique, c'est l'animal, le cafard, etc., qui vient grignoter le câble, et puis ça fait un court-circuit et la machine plante. Et en fait, dans l'idée d'écologie, on a voulu changer des isolants des câbles, parce que c'est un polymère, chimie du pétrole, etc., et de revenir à des isolants un peu plus écologiques, plus écolos. Mais du coup, quand ils deviennent plus écologiques, ils sont comestibles à nouveau par les bestioles. Et donc les militaires, qui eux sont des grands friands de technologie, se disent, on ne va pas mettre ça dans nos machines. Si les rats viennent bouffer les câbles, ça ne marchera pas. Ça m'arrivait dans ma voiture. Voilà. Et donc on a ce dilemme que quand on va faire des machines vivantes, elles seront vivantes. Et on a déjà fait ça, parce que c'est le néolithique. Et Darwin a parlé de machines vivantes, parce que la moitié du bouquin sur l'origine des espèces, c'est la sélection artificielle. C'est-à-dire les machines vivantes, non pas créées par les humains directement, mais guidées par les humains par sélection sur des années et des années pour en faire une machine intéressante, la vache, le bœuf, le cheval, le blé, le maïs, etc. Ça, c'est des techniques vivantes et la moitié du bouquin est là-dessus. Ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que la moitié, la robotique et l'IA et tout ce qui sort du 19e, tout ce qui est combustible fossile dépendant, c'est dissocié de ce truc-là et on va devoir y revenir. Or, si vous voulez refaire travailler des animaux, si vous allez à Maison Alfort, au musée vétérinaire et vous regardez les squelettes des animaux qui travaillaient comme des esclaves, mais pire, ou je ne sais pas si c'est pire, mais c'est la même chose, ils ont des squelettes déformés, etc., à cause des poids qu'ils ont dû tirer, etc. Et de nos jours, notre éthique veut qu'on ne peut plus, on peut plus maltraiter les chevaux et les bœufs de cette manière-là. Et en imaginant, en extrapolant une robotique faite avec des composantes vivantes et faite avec des matériaux biosourcés, c'est-à-dire comestibles, parce que ça c'est mon idée, hein. Le smartphone idéal, c'est celui qu'on peut manger, parce qu'il est recyclé immédiatement, quoi. Donc mon iPhone tombe en panne, je me fais un petit salé à l'iPhone, et le problème est réglé. Donc on retombe sur des questions qu'on a déjà dû traiter, qui sont les questions du vivant, et qui ne font pas partie encore de la partie des technologues, en fait. C'est séparé. Les ingénieurs agronomes connaissent ce genre de problème, mais les autres types d'ingénieurs ou physiciens n'y connaissent rien en vivant, ils ne connaissent pas ce type de problème. Après, il y a la question, pourquoi encore faire de la robotique? Parce que, comme je viens de le dire, il y a un côté, je sais que ça a l'air bizarre de dire ça, mais il y a un côté inévitable, c'est-à-dire c'est le système socio-économique.
rend ces machines inévitables. Donc, il va falloir gérer l'inévitable. Et gérer l'inévitable, tous les gens qui font du numérique responsable, ils font ce qu'il faut faire, c'est-à-dire augmenter la durabilité des équipements, augmenter la réparabilité des équipements, augmenter le recyclage des équipements et gagner du temps face à l'épuisement interne pour essayer d'inventer autre chose ou pour s'en débarrasser. À un moment, il faudra apprendre, c'est un truc que les ingénieurs ne savent pas faire, c'est apprendre à ne pas faire. Donc là, on est déjà dans le troisième volet, quoi, qui est comment réimaginer le métabolisme des robots. Là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut quasiment, faut repenser notre concept de machine. Oui. Parce que si on le pense dans le vivant, c'est quand même tout à fait pareil. Et que par rapport à la bioinspiration, la biocomposition, pas non plus de solution, d'après ce que tu dis. Disons que elle apporte toute une série de problèmes qui sont nouveaux et pour lesquels il va falloir y réfléchir. Ça ne va pas être évident. Pour le moment, fabriquer des robots avec les techniques actuelles, c'est une sorte c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est incrémental par rapport à ce qui existe depuis le transistor en 1946 et le circuit imprimé dans les années 70. Donc c'est incrémental, on est sur des rails, ça fonctionne, ça marche. Et on sait pourquoi ça marche, comment ça marche, et comment réparer éventuellement, etc. etc. L'autre robotique imaginaire, c'est pour autant qu'on en veuille une, parce qu'on pourrait aussi s'en passer, on ne sait pas, on ne sait pas. Le robot comestible qui se fait bouffer par le chien, ce sera rigolo, ça. Le Roomba, l'aspirateur robot comestible, il faudra apprendre au chien à ne pas manger le Roomba. J'ai fait un petit exercice de style, me dire si on pousse le robot humanoïde presque jusqu'au bout, et on s'est dit le problème éthique qu'on peut avoir avec un robot humanoïde, bon, un des problèmes éthiques, c'est celui de l'esclave. Donc si ce n'est plus un robot, mais c'est complètement un être humain, et un être humain qu'on est en train d'asservir, eh ben, on rentre dans l'esclavitude. C'est clair que nous avons un problème avec ça. Alors je me suis dit, en tant que bon scientifique, je vais penser aux zombies. Un zombie, il y a quelqu'un qui meurt, on va dire qu'il était bien costaud, et donc on va lui couper la tête et on va mettre. Frankenstein. Oui. Frankenstein 2. Mais on va mettre un Nvidia Jetson à la place de la tête. Donc on va lui mettre un ordinateur à la place de la tête. Donc on sait qu'on n'est pas en train de faire souffrir un être humain. Et on va le déployer, il va avoir une tête d'Optimus, donc quelque chose d'assez agréable. On peut lui mettre une salopette bien futuriste et ça va ressembler beaucoup au robot humanoïde qu'on voit aujourd'hui, mais avec la chimie, il faudrait voir comment on pilote tout ça. Hein, mais donc, on a ça. Et quelle serait la différence entre ça et le robot humanoïde qu'on essaye de faire aujourd'hui avec du lithium et compagnie? Là, je me suis dit, bon, un robot comme ça, il devrait manger quand même parce que c'est des cellules qui restent en vie, sinon il va pourrir. Donc, je devrais dépenser, mais je vais pas aller chez Grand Frais pour l'alimenter. Je vais probablement prendre quelque chose de pas cher, mais ça coûterait pas mal. Il devrait probablement dormir pour avoir des processus d'évacuation, même s'il n'y a pas de cerveau. Donc, il va falloir l'héberger quelque part, mais je pourrais les mettre dans une boîte s'il ne va pas être claustrophobe. Donc, à la fin, on s'est dit combien à moins ça coûterait qu'une personne, puisqu'on est en train de dire on va remplacer l'humain par le robot ou un robot qui est presque complètement biologique, mais qui fait la même chose que l'humain. Et bon, je ne vais pas vous dire les résultats des calculs parce que c'était une bêtise, mais ce n'est pas très intéressant. Et il y a plein de problèmes pour faire ça. Donc là, tu prends littéralement la notion de technologie zombie. Oui, en effet, ça c'est les zombies. Les zombies avec biosourcés. Mais l'idée était venue de Volta. Donc, si vous vous souvenez les expériences qu'il faisait avec les cuisses de grenouille, Volta, il n'était pas suffisamment tordu, comme moi je le suis, pour dire qu'est-ce que je peux faire avec les cuisses qui bougent. Tu as une robotique hybride, bio-hybride, tu sais, où les gens prennent des organismes, ils greffent dessus. C'est déjà le cas. Ce qui avait choqué dans les projets où je suis, comme il y avait des interactions animaux-robots, il y a des biologistes, et ils trouvaient ça incroyable qu'on autorise
de fabriquer des cyborgs, mais c'est-à-dire on prend des insectes parce qu'ils ne sont pas protégés par les lois sur l'expérimentation animale et on les transforme en robots. Exactement ce que tu dis. Oui. Ah, oui. On leur greffe dessus un circuit électronique, etc., qui permet un contrôle à distance. Sans les tuer. Sans les tuer, oui. Après, il faut les garder vivants parce que justement, il faudra les nourrir. J'ai nourri des blattes, moi. Voilà. On savait qu'il y aura un moment où il y a... C'est ça. Je veux dire, la robotique avec du tissu vivant, elle est marginale, mais elle existe en laboratoire, je veux dire. Hein. Ça fait partie de la recherche. La robotique biohybride, c'est-à-dire ce que tu disais, c'est-à-dire un vivant sur lequel on greffe de l'électronique, elle existe, à bas bruit aussi, et elle pose des tas de questions intéressantes. Mais moi, je reviens à l'histoire que font les robotiques, que devraient faire les roboticiens actuellement, en fait, c'est ça. Parce que moi, je ne milite pas contre la robotique, et je présente ça, c'est critiquable ce que je dis, parce que je le présente de manière fataliste, c'est-à-dire une sorte d'inévitable, alors que ça veut dire que je ne crois pas à la politique. Enfin, la réponse est non, mais c'est trop long pour expliquer ici. Mais les ingénieurs, ils doivent apprendre à concevoir pour ne pas faire, à concevoir orienté milieu, mais ça c'est la partie le Gourand, etc. Mais c'est mon don. Donc, concevoir milieu, concevoir à ne pas faire et concevoir ce qui va disparaître pour être prêt à la disparition, en fait. Et bon, on se prépare tous à la disparition en tant qu'être humain. On sait qu'à un moment, les êtres humains disparaissent. Et donc, donc, ça change la manière de concevoir avec les techniques actuelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement une révolution complète de la robotique, mais concevoir parce que ça va disparaître, ou concevoir pour éviter l'obsolescence, pour que le système dure le plus longtemps possible, pour le temps qu'on ait le temps de réfléchir si on s'en débarrasse complètement. Et alors là, il faudra concevoir la disparition, ou si on aura le temps de concevoir autre chose qui sera plus vivant, plus durable sur quelques siècles ou des millénaires, comme je dis, si c'est intéressant ou pas intéressant. Donc ça, et ça, comme je donne cours dans une école d'ingénieurs, pour le moment, la formation d'ingénieur n'inclut pas ça, c'est de sky's the limit. Tout ils suivent le mot d'ordre de Condorcet dans son panégyrique de l'humanité. Donc on invente tout ce qui est possible à inventer, on l'invente. On est dans ce truc-là, et maintenant il faudrait inventer, concevoir pour disparaître, et concevoir pour faire durer, alors que vous avez un smartphone par an, ce qui devrait être interdit, mais bon. Non comestible, parce que si c'était un smartphone comestible par an, on serait obèse, à force de manger des smartphones. D'accord avec ça, Grégoire, concevoir un pas faire et je suis d'accord, mais j'aimerais bien savoir comment nous y prendre. Voilà. Parce que c'est l'âme de l'ingénieur, c'est de dire j'ai des outils, j'imagine quelle machine je vais concevoir pour répondre à un problème qu'on me pose aujourd'hui. Et les problèmes qu'on me pose pour après-demain, ils vont pas me rapporter de l'argent aujourd'hui, donc je peux me permettre d'y penser juste dans mon temps libre, alors que l'effort nécessaire serait très considérable pour pouvoir imaginer cette robotique qui va durer plus longtemps. C'est difficile à imaginer parce que si on reprend la vision systémique, c'est-à-dire si on reprend le système technique complet avec toutes les dimensions, l'aspect physique, énergie, matériaux, mais l'aspect cognitif, etc., l'aspect socio-économique, y compris la géopolitique, l'aspect cosmologie, imaginaire, etc. Si on reprend ce système-là, moi, ce que je dis, c'est ça qui est zombie. C'est pas le device qui est zombie. Le device est zombie lui aussi, c'est le système technique qui est zombie. C'est le modèle socio-économique aussi, il est mort-vivant. L'imaginaire est mort-vivant. C'est ma discussion préférée avec Julien. Il n'y a rien de plus ridicule que la science-fiction qui ne produit que des conneries. En fait, ils sont ancrés. La science-fiction, c'est le présent. Ils essayent d'imaginer des futurs, mais ils sont tellement englués dans un présent qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas lu mon livre que je n'ai pas écrit, que toutes les extrapolations sont nulles et non avenues, sauf quelques romans, toujours les mêmes,
Ursula Le Guin, Dune, etc. Quelques romans de science-fiction où ça part un peu dans une vision plus écologique, etc. Donc on voit bien que l'imaginaire global, il y a bon, bref, l'imaginaire global est aussi zombifié en fait. Et l'archétype du zombie le plus maléfique, c'est évidemment Elon Musk, dont on parle, on souligne. Ça, c'est l'archétype d'un type qui est nourri par la science-fiction des années 50-60, qui se croit être dans le futur, alors que c'est un type qui est profondément dans le passé. Et dans les années 50-60, c'est la reconstruction, c'est la relance après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a essayé de se suicider, mais on n'y est pas arrivé. Et donc, lui, c'est un type des années 50, quoi. Et donc, il se croit être l'homme du 22e siècle parce qu'il a un imaginaire pourri et des connaissances techniques pourries, puisque un des gros problèmes des ingénieurs aussi, c'est pas, je dis parce que c'est quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles d'ingénieurs, alors le système français est un peu particulier, il est encore plus nul que dans les autres pays, mais ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec les ingénieurs? Ben, la première réponse que je donne à ça, c'est comment voulez-vous que les ingénieurs aient une vision écologique au sens environnemental s'ils connaissent rien aux sciences du vivant? Rien, nada, niente. Donc, ils sont hors sol par définition, puisque dans leur curriculum, ils n'ont pas ça. Donc, à part les ingénieurs agronomes, encore une fois, hein, je parle des ingénieurs plutôt mécaniques, électroniques, etc. Hein, évidemment que les ingénieurs agronomes, ils ont des sciences naturelles. Et donc ça, c'est une première chose de culture, cette notion de transversalité. C'est-à-dire, l'ingénieur ne doit pas devenir biologiste, mais il doit au moins avoir une culture scientifique de base pour comprendre ce que les sciences du vivant vont lui raconter, pour comprendre ce que l'écologie scientifique va pouvoir le faire, et pour pouvoir avoir des équipes mixtes où on a justement les sciences naturelles, la partie sciences sociales et la partie ingénierie. Et alors à ce moment-là, on aura des projets. Tu vois, le problème dans le PEPR, vous avez commis une erreur monstrueuse. Vous avez invité des sciences sociales. Oui. C'est la merde. Ils arrivent avec une vision critique des choses. Faut pas faire ça. C'est exactement à ça que j'ai pensé. On n'en serait pas là ce soir. Mais, il y a des belles choses pour moi. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais dans le système américain du major et minor. Et j'ai vu des belles choses sortir. Donc, par exemple, Julie Shah au MIT, qui avait fait des études d'ingénierie aéronautique, parce qu'il n'y a pas que des idiots dans l'aérospatial. Non, bien sûr. Tu en parlais avant, je suis ingénieur aérospatial. Oui. Le système économique, pas les ingénieurs. Justement, il y a beaucoup d'ingénieurs et de physiciens qui ont des savoirs réels, et puis le monde socio-économique raconte n'importe quoi. C'est comme mettre les panneaux solaires en orbite. Tu vois, et, oui. Et elle, par contre, c'était minor en psychologie. Voilà. Et donc, elle a commencé à concevoir une écologie de l'humain-robot, de la confiance mutuelle, des choses qui ont mené à des résultats plutôt très, très, très intéressants. Mais la plupart d'ingénieurs ne sont pas formés de cette façon-là. Et je suis complètement d'accord avec toi sur Elon Musk et compagnie par rapport à cette science-fiction qui était désespérément à la recherche de continuer ces paradigmes des années 50 où là, on a dépassé l'écueil et là, c'est la croissance à l'infini. Demain, on sera dans les étoiles. Et aussi une énergie infinie. Et une chose qui me paraît très curieuse, c'est pas les investissements des États, mais les investissements des géants de la tech dans l'énergie de fusion. Parce que pour moi, voir que Sam Altman met des énormes tickets dans des startups qui promettent d'ici, c'est toujours d'ici 5 ans, on va voir la fusion, ça n'a rien à voir avec les tokamaks. Depuis que je suis étudiant en physique, c'est dans les 10 ans qui En effet. Donc on le propose. Moi, j'étais étudiant au siècle passé. Mais pourquoi? Parce qu'ils se disent, comme ça, au moins, on s'enlève, on met l'abondance d'énergie à nouveau et on peut être tranquille par rapport à la croissance de ces paradigmes. Et donc, pour moi, investir des tels tickets dans, et là, je ne vais pas juger sur les mérites de chaque technologie, mais des startups
Je ne devrais pas parler de fontaines à chocolat et des tables de ping-pong dans ces lieux, mais il y a des startups comme ça qui disent qu'ils vont faire de la fusion qui va marcher très bien alors qu'ils sont en mode start-upper et qui ne connaissent pas peut-être grand-chose à la complexité. Pour moi, ça relève du désespoir. Ça relève de quelqu'un qui voit que le paradigme même qu'il est en train de pousser, qui est important pour lui d'un point de vue économique, Oui. il est plus durable à horizon moins de 10 ans. Et je suis d'accord avec toi, et ils commettent une deuxième erreur. Et s'ils avaient un peu de science du vivant, ils verraient la deuxième erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'énergie. Ce n'est pas une question que d'énergie. Évidemment, il faut de l'énergie. C'est une question de puissance, c'est une question de matériaux. C'est-à-dire le vivant n'est pas fait avec n'importe quel matériau. C'est le fameux schnops avec lequel je martyrise tous les étudiants. Donc carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, soufre, azote. Et donc, j'ai eu cette discussion avec un autre collègue qui m'a dit, et je lui ai dit, il n'y a pas d'autre forme de vie possible qu'avec cette chimie-là. Il m'a dit, ouais, affirmation péremptoire. Et j'ai dit, mais non, parce que comme je m'intéresse à la question de l'origine de la vie depuis que je suis étudiant, malgré ce que mes profs me disaient, en fait, on n'a jamais trouvé une autre chimie. Si on prend que la chimie du carbone, si on prend le silicium qui est juste en dessous dans le tableau périodique, il est légèrement, donc c'est les mêmes propriétés chimiques a priori, mais il est légèrement plus gros puisqu'il est en dessous dans le tableau périodique. Et comme il est légèrement plus gros, ces liaisons covalentes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas du tout la même chimie que la chimie du carbone. Et donc, en fait, le problème, dès qu'on fait des machines minérales, elles sont destinées à disparaître. Et j'ai trouvé cette idée-là dans mon collègue historien médiéviste qui m'a filé un article en disant « Tiens, ça devrait t'intéresser ». C'est François Sigaud qui a calculé la limaille de fer au XIXe siècle en France dans l'agriculture. La limaille de fer produite par usure du fer à cheval, de la charrue, etc. Ça s'use comme les semelles de chaussures, mais ça part en limaille. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va aller récupérer de la limaille de fer dans un champ de blé. Et puis, il arrivait à une quantité qui était de, si je me souviens de mémoire, il faudrait vérifier, 66 tonnes par an pour toute la France. Il avait fait son calcul. Mais c'est énorme. Et alors, j'ai commencé à écrire l'article que je n'ose pas publier parce que je ne veux pas déprimer tout le monde d'un coup. Ça ne se voit pas parce que la production de fer, elle est en gigatonnes par an, en fait. Donc, c'est totalement, pour le moment, la production minière est telle que ça passe de manière inaperçue. Mais quand on revient au vivant, on utilise du fer. C'est l'atome qui est dans l'hémoglobine qui nous permet de faire le transport d'oxygène. Et donc, mais on l'utilise de manière diluée. Donc, comme dans le sketch de Bourvil, quand je fais ça, les étudiants me disent « Qui ?» Vous ne connaissez pas Bourvil? Non. Mais c'est qui? Bon, ça va, je suis vieux. Donc, l'eau ferrugineuse ou manger une plante, on a le fer qu'on veut. Là, pour toutes les techniques actuelles, elles passent par la concentration à 99, parfois plus. Hein, c'est le 11,9 de l'électronique. Donc, 11,9, c'est 11,9. Donc, c'est 99,999 et il y en a 11. C'est la pureté du silicium qu'il faut pour faire l'electronic grade. Et donc, et ça demande puissance et énergie pour faire ça. Mais il y a aussi le fait que quand c'est concentré, tout ce qui est dilué est perdu. Quand c'est dilué de manière à la façon limaille de fer, c'est perdu. Donc, j'ai fait un petit calcul. Puisque tu aimes bien les petits calculs, je dis, supposons qu'on a un métal et qu'on a fait l'effort de faire du recyclage qu'il faut faire et qu'on le recycle à 99%. Et qu'on perd donc 1% par an de la matière totale qui n'a pas été recyclée. En un siècle, on a perdu 67% de la matière. Et où elle est? Ben, elle est sous forme de limaille. Et que dit le second principe de la thermodynamique? Inutilisable. Tu veux récupérer de la limaille? Tu vas en chier. Et il y en a qui essayent. C'est ceux qui essayent de récupérer l'uranium 235 de l'eau des océans. Il y a des tonnes d'uranium 235 dans l'océan, mais dilué évidemment. Et donc il faudrait filtrer. Il faut d'abord inventer le filtre, mais ça c'est pas très compliqué. Mais après, il n'y a plus qu'à filtrer tous les océans pour récupérer l'uranium 235. Et demain le lithium. Exactement. Donc on voit que le minéral concentré, presque pur, n'est pas utilisé par le vivant parce que sinon, on ne serait pas là en train d'en parler. Le vivant ne fonctionnerait pas plus que X milliards d'années.
Et donc, c'est une chimie qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'insiste, c'est la question que vous posiez sur la chimie sèche. Non, nous sommes une chimie mouillée, on est un sac d'eau rempli avec des trucs bizarres qui flottent dedans. Et un ordinateur, un smartphone, c'est pas ça, donc c'est destiné à disparaître. Parce que c'est la seule chimie que je connaisse. Après, je suis ouvert à toute proposition scientifique. C'est la seule chimie que je connaisse qui dure depuis 4 milliards d'années. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et tant que la quantité totale d'objets qu'on est en train de créer avec cette chimie sèche, elle reste d'une taille suffisante pour entamer les ressources. Pendant très longtemps, on était très peu nombreux, on avait besoin de peu d'objets. Et oui, c'était pas durable, mais on était tellement petit par rapport à la ressource globale. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, je suis d'accord avec toi, José. Je me dis, ça serait chouette si on arrivait à développer, hein, on rentre dans la dernière question, à développer une robotique qui soit basée sur le schnaps, mais pas sur des cellules. Oui, non. That is the question. Oui. Pour ça, il faut gagner du temps, parce qu'il va falloir mouliner. Et donc, la mission du CEA, moi, président, je vous envoie une lettre de mission qui est, vous devez gagner du temps, il faut faire une robotique et une IA réparable, avec une obsolescence diminuée, et vous devez freiner, faire des choix, freiner l'introduction de ces technologies, au lieu de vouloir les mettre partout, les mettre dans des endroits utiles. Et après, qu'est-ce que c'est utile, pas utile? C'est pas à vous de décider, c'est pas à moi non plus, hein. C'est à la société de décider dans un régime démocratique. C'est une question politique, c'est pas une question technique. Mais ça, c'est le vrai défi. J'ai un étudiant en physique qui est venu me voir et qui m'a dit, monsieur, je m'intéresse à la physique nucléaire. Et je dis, oui, c'est très bien, j'aime beaucoup aussi la physique nucléaire, c'est très rigolo. Il dit, oui, mais comme c'était avant la Covid, donc comme il y a beaucoup de critiques sur le nucléaire français, que c'est pas bien, les déchets, etc., est-ce que je vais encore faire de la physique nucléaire alors que j'aime bien, puisque finalement, il y aura peut-être plus de centrales nucléaires. J'ai dit, non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. De deux choses l'une. Soit on décide de sortir du nucléaire et il faut des gens compétents pour sortir du nucléaire, parce qu'on ne sort pas de la centrale, on se dit allez, ciao, et on laisse le réacteur là. Soit on ne sort pas complètement du nucléaire et il faut des gens compétents pour sortir du nucléaire. Donc en fait, on a besoin d'ingénieurs compétents pour sortir des technologies zombies. Parce que les supprimer, ce serait l'équivalent de couper l'électricité. Et nous savons que si nous coupons l'électricité en France, c'est la barbarie en déant la semaine. On a vu ça en Espagne et au Portugal avec le blackout où ça a duré que 12 heures. Ça n'a pas descendu dans la barbarie. Non, mais parce que ça n'a duré que 12 heures. En effet. Et donc on a besoin, et ça c'est une des missions des ingénieurs, c'est apprendre à ne pas faire, à freiner, à rediriger et à demander qu'on fasse des choix, et parce qu'il y a une sorte c'est encore une critique, hein, tu vas beaucoup m'apprécier presque, le CEA, il est aux ordres du gouvernement. Ah oui, oui. Et donc on vous demande de faire des conneries et vous les faites brillamment. Et c'est pas de votre faute, c'est la faute que le gouvernement, c'est une bande de crétins avec ceci qui, eux, croient encore qu'ils n'ont pas encore vu que le système socio-économique qu'ils promeuvent est mort, qu'il est zombifié. Et donc ça, vous devez apprendre à résister au ministre et à lui dire, bon, voilà. Oui, oui, oui. Alors, sans rentrer dans le cas du CEA, parce que j'apprécie quand même mon salaire, sans rentrer dans ce cas, il y a une question qui m'interpelle beaucoup, parce que je suis d'accord. J'étais au musée des arts et métiers avec les enfants l'autre jour, et j'étais tout fier comme un idiot. J'ai pris moi en photo, il y avait un robot de mon laboratoire, bien sûr, qui avait été fait quand j'étais encore en couche. Donc, j'avais rien à voir avec ça, mais c'était un robot qui grimpait dans des échelles, dans des centrales nucléaires pour prendre des photos. J'ai dit, oui, je pourrais dire que ça relève de la connerie par rapport à ce que c'était l'objet en complexité et tout le reste, et la fonction. Mais est-ce que les sociétés démocratiques, aujourd'hui, peuvent décider, et c'est une question que je me pose tous les jours, est-ce qu'ils peuvent décider ce qui est bien pour nous
je ne vais pas dire mieux que les sociétés autoritaires, je pense beaucoup bon, le monde occidental, je ne vais pas dire le monde oriental, mais on va dire le reste. J'ai très peur pour les sociétés démocratiques aujourd'hui. Je sens qu'on est en fin de paradigme civilisationnel par rapport à la société occidentale qui croyait en progrès, justement, qui avait besoin de cet infini et un progrès constant, qui prenait l'individualisme, donc se faire aider pour des robots pour faire toujours plus et plus grand, contre une notion beaucoup plus collective, beaucoup plus circulaire, dans laquelle on peut être assez malheureux individuellement, mais on peut peut-être traiter mieux ces problèmes de limites de durabilité. Et aujourd'hui, je reçois des ordres du gouvernement, en effet, aussi des industriels, très peu de la société. On me dit que c'est presque dans les projets du PEPR où on nous a donné un petit peu d'oxygène pour imaginer ce qui pourrait être utile d'un point de vue social. Et dans les hautes instances du gouvernement, des entreprises, très souvent, les demandes viennent de LinkedIn. Oui. J'ai vu un robot qui fait des pompes sur LinkedIn et qui transpire, je veux la même chose. Donc, pourquoi? Ça existe, hein? Si vous ne l'avez pas encore vu. Si, la transpiration, c'est évapotranspiration parce que le GPU tourne un peu trop. Oui, il va se refroidir. Oui, en effet. On va vers le vivant. Mais donc, d'où va venir, donc est-ce que collectivement, on est capable de décider quelle robotique, quelle symbiose à niveau individuel, à niveau collectif on veut? Aujourd'hui, j'ai l'impression que même dans nos démocraties, ce qui dicte ce qui va arriver, ce n'est plus nous. Non, effectivement. Et qu'on est très manipulable par un autre phénomène, et je vais le décrire de façon un peu apocalyptique, mais c'est que grâce au numérique qu'on a créé au-dessus de nous, on est de plus en plus décorrélés de notre propre corps. On habite dans un monde numérique dans lequel on n'est plus conscient si on est en train de s'asseoir sur du chewing gum, on n'existe plus. Et donc là, on est en train d'accepter de l'information très rapidement tout le temps et je me demande par rapport à notre capacité de décision, vu le paradigme dans lequel on est. Je ne voulais pas plomber l'ambiance. C'est lui qui a commencé. Oui. Du côté sciences sociales, donc avec un collègue en géopolitique, on essaye de regarder, parce que les technologies actuelles, elles sont planétaires. Elles sont planétaires dans le sens qu'on a besoin de toute la planète pour les fabriquer, et parce que les usines se trouvent sur tous les continents et les ressources pour les faire sont... Et donc, c'est fondamentalement, n'importe quel objet technique actuellement, c'est fondamentalement un objet géopolitique. Avec les crises de souveraineté à la suite de la Covid, de la guerre avec la Russie en Ukraine, etc. Donc, c'est revenu à l'avant-plan. Et la réaction l'analyse que l'on fait, c'est que la réaction actuelle, c'est le retour au 19e siècle et aux empires, l'impérialisme. On voit ça aux États-Unis avec un impérialisme affirmé de Trump assez autoritaire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que justement, sur une planète vivante, ça ne marche pas, ce truc-là, c'est destiné à disparaître. Et quand on regarde le vivant, bien sûr qu'il y a de la prédation, bien sûr que les lions mangent des antilopes à un moment, etc., etc. Mais c'est pas, il y a 6 autres manières d'exister dans le vivant que la prédation. Et donc, la géopolitique ne devrait pas être une géopolitique impérialiste linéaire, elle devrait être une géopolitique en réseau, parce que le fonctionnement de la planète est en réseau et en système, en fait. Donc, il y a une transformation politique gigantesque qui devrait être faite. Donc, comme je suis optimiste, elle se fera peut-être, mais moi, ce que je dis les jours où je suis pessimiste, c'est cause toujours, la physique s'imposera. Et quand le cuivre sera dispersé de manière stupide et qu'on n'en aura plus, il n'y aura plus d'électricité. Où ça va être compliqué d'avoir l'électricité. Alors, c'est ce qu'on disait sur le trottoir avant d'entrer, la chute de l'Empire romain n'a jamais duré que 6 ou 7 siècles, et en plus, ça veut dire quoi l'Empire romain? L'Empire romain d'Occident. Donc, on va vers cette... on a le temps de... Alors, il y a ceux qui ont peur de l'effondrement, et puis il y a ceux qui ont peur, comme moi, du pourrissement. Et comme dit Alexandre Bonin, vivre dans les ruines ruinées, les ruines ruinantes, etc.
dont sont politisés le renoncement. Donc, ça, c'est toute la partie sciences sociales qui est beaucoup trop séparée de la partie des gens qui font la technologie et de la politique accessoirement. Mais ça, et donc, ça, c'est une deuxième chose que doivent apprendre les scientifiques, pas uniquement les ingénieurs, c'est qu'il existe des sciences sociales. Et ça, et le problème des sciences sociales, c'est qu'ils sont très, très casse-pieds. Ils remettent tout en question tout le temps. Alors, je vais plomber l'ambiance un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Donc, nous avons notre programme exploratoire à 34 millions. Et Amazon a son programme interne de robotique à 2 milliards. Oui. Donc, si on compare les efforts qui sont faits d'un côté et de l'autre, Amazon, ce qu'il cherche clairement, c'est l'efficience et l'efficacité dans le déplacement de la matière pour l'acheminer envers le plus grand nombre et faire de l'argent. J'espère que je ne suis pas en train d'être prophétique. Bon, on va enregistrer ça et on l'effacera si jamais ça arrive parce que je vais finir dans le goulag. Mais je me dis que nous ne sommes plus très loin en voyant je retourne à mon dada, la robotique d'entretien, d'infrastructure, de la robotique la robotique environnementale, pour essayer de diminuer les coûts. Les collectivités locales et le système social que nous avons aujourd'hui n'a plus d'argent. Et notamment pour entretenir la voirie, il y a 10 fois moins d'argent que ce qu'il faudrait. Donc, si jamais vous roulez dans des routes départementales et que ça fait un peu comme ça, vous savez ce qui se passe. Et c'est un ordre de grandeur de différence. Est-ce qu'on est très loin du moment où Amazon dit tu es un client Prime et tu dépenses au moins 300 € par mois dans Amazon? Moi, j'ai envie de te livrer. Donc, je vais passer avec des systèmes robotisés qu'ils étudient sûrement et je vais te refaire la voirie. Et donc, on commence à remplacer des États qui étaient des groupes sociaux liés à une géographie par des entités qui arrivent à exister décorrélées, donc c'est à niveau planétaire finalement, grâce à la couche numérique, mais qui ont un impact physique de plus en plus grand. Et donc le but, c'est pas comme une société démocratique où on se dit on essaie d'être collectivement acteurs de notre propre destin, mais c'est beaucoup plus ce projet insidieux, peut-être pas complètement conscient, entre les mains de très peu de gens qui ne répondent à personne, qui est de faire de l'argent. Et là, je vois la dystopie qui arrive tout de suite. Et ces boîtes de la tech, ils ont leurs propres hôpitaux aujourd'hui. Donc, on n'est pas très loin. Grâce à cette couche numérique, ils peuvent s'affranchir des contraintes physiques. Et par contre, comme eux-mêmes, pour nous livrer, ils doivent revenir dans le physique, ils investissent des sommes complètement folles dans la robotique et ils croient beaucoup à l'intelligence artificielle pour pouvoir les rendre adaptables. On verra s'ils arrivent ou pas. Mais pour moi, il y a Pardon, c'est moi. C'est l'Arsène Falad de Suède. Je pensais que c'était Bezos qui s'était connecté. Il a raté la conversation. Oui. Mais donc, il y a donc les temps intéressants dans lesquels nous vivons et il y a des décisions à prendre sur la robotique, mais je me demande justement qui est en train de les prendre. Et même si nous travaillons avec la meilleure des volontés, il y a des choses qui sont en train de se passer pour les mauvaises raisons. Mais il y a une bonne nouvelle. Toutes ces entreprises sont des entreprises zombies. Elles sont vouées à disparaître. Et elles sont vouées à disparaître peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. Ce que je disais aussi sur le trottoir, je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là. Ça fait 14 ans que je raconte qu'il va y avoir une crise du cuivre, parce que c'est un élément chimique abondant. Tout le monde sait ce que c'est le cuivre, parce que tout le monde a vu une casserole dans sa vie. Par contre, si je parle du gallium, de l'indium, de l'ytterbium, pourquoi pas petit bonhomme, baba au rhum. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Et donc, en fait, l'IEA est plus pessimiste que moi pour la crise du cuivre, c'est-à-dire un pic de production dans 2035, autour de 2035. Ce jour-là, ce sera l'équivalent de la Covid au niveau mondial, c'est-à-dire... alors,
soit on sombre complètement dans la guerre de tous contre tous, soit c'est un réveil de se dire, on peut se dire qu'il y a un réveil dans ces entreprises. Moi, quand on m'invite dans une entreprise, la première chose que je leur dis, c'est je ne vais pas vous parler d'environnement parce que je m'en fous. Le climat, la biodiversité, tous ces trucs écolos, je m'en fous. Je viens juste vous expliquer pourquoi votre entreprise est morte. Après, vous faites ce que vous voulez. Et donc, cette ambition-là, moi, je suis pour parce qu'elle est accélérationniste. L'IA est accélérationniste. Et les gens qui se plaignent de la consommation d'électricité de l'IA, ils sont accélérationnistes. Parce que s'il y a bien un truc que les ingénieurs en électronique savent faire, c'est de l'efficacité énergétique. L'ensemble des technologies numériques n'est qu'un immense effet rebond parce que les ingénieurs ont fait de l'efficacité énergétique et matérielle sur des dizaines d'ordres de grandeur. C'est la loi de Moore, etc. C'est exponentiel. Donc avant, on était dans l'ordinateur, 1946, vous êtes dans ENIAC. Aujourd'hui, j'ai l'ordinateur dans ma poche. Ça, c'est de l'efficacité. Mais ce qui se passe pour le moment, quand tous les gens qui hurlent « Ah, la consommation d'électricité », bien sûr, il y a quelqu'un qui va devoir payer la facture, et il va y avoir une régulation de marché de qui fait cette électricité, pour quoi faire. Mais surtout, NVIDIA, elle sait faire de l'efficacité énergétique, elle invente des puces tous les jours pour être plus efficace. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont jeter régulièrement tout le data center à la poubelle, pour remplacer par des nouvelles puces plus efficaces du point de vue énergétique. Et donc, ils sont accélérationnistes, puisque le problème, ce n'est pas l'énergie, puisque la consommation totale de l'humanité, c'est 58 minutes de soleil. Où est le problème de l'énergie? Le problème, c'est les matériaux. Et la pile de cartes mères de NVIDIA, c'est un immense tas de déchets électroniques en millions de tonnes par an qu'on ne sait pas recycler. Et donc, en fait, ils sont occupés de manière intrinsèque à créer les conditions de leur disparition. C'est pas beau, ça? C'est chouette? Ça, c'est la bonne nouvelle? Oui, ben oui. Je ne peux que recommander l'IA. D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT si je peux recommander l'IA. Ah, on a une question de Christian Durier. Christian. Oui. Des questions un peu polémiques sur la question de la fin annoncée des matières premières et des technologies qui vont avec. Oui. Ça me rappelle la fin annoncée du pétrole dans les années 70-80 sur la fin du pétrole en 2000. Oui. Pourtant, en 2025, on n'en a jamais autant produit. Est-ce que les technologies actuelles ne sont pas si importantes, notamment pour l'économie, que tout sera mis en œuvre, pardon, le pire, Oui. pour maintenir et aller chercher dans les moindres recoins de la Terre et de l'univers ce dont on aura besoin? Du coup, est-ce que l'obsolescence, ce n'est pas un problème du 22e siècle? Et est-ce que le problème du 21e siècle est de s'armer pour se défendre? Il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est Christian, c'est ça? Ouais, Il est dans la situation du gars qui a sauté de la tour Montparnasse et qui dit jusqu'ici tout va bien. Il n'a pas encore vu l'impact. Et la deuxième réponse est effectivement plus sérieuse. Effectivement, il y a une incertitude sur tout ça, mais les prédictions sur les pics de pétrole faits par Marion King Hubbert en 1956 pour les États-Unis et pour le monde sont vérifiées. Simplement, il parlait du crude oil, c'est-à-dire le pétrole conventionnel. Ce qui s'est passé après les années 70 aux États-Unis, où ils ont atteint leur pic de production de crude oil, on a commencé à racler les fonds de tiroir géologiques. Et donc, on a des eaux de tight oil, etc., les gaz de schiste et compagnie, c'est-à-dire des pétroles de composition différente qui permettent de maintenir. Maintenant, si on extrapole, j'ai encore des articles là-dessus, si on extrapole ça, c'est effectivement, ça ne va pas être du jour au lendemain, il n'y a plus de pétrole. C'est le pic de production dont on parle. Et on est effectivement, alors le pic de production, ce n'est pas un point, ce n'est pas le 17 juillet à 14h32, c'est évidemment un système qui commence à stagner et où la croissance n'est plus présente, mais on va vers le déclin. Et on retombe, sur toutes les estimations actuelles, sur un déclin dans la deuxième moitié du 21e siècle. Ça ne fera pas un effondrement, ça sera pareil, ça va une descente, plus ou moins rapide. Oui. Alors après, il y a toujours des gens qui disent, oui, mais heureusement, le pôle Nord va fondre, donc pour aller éventuellement exploiter du pétrole. Évidemment, l'Antarctique va fondre, on pourra toujours trouver du pétrole. Bon, à cela, je réponds, la physique va régler le problème, ça s'appelle le réchauffement climatique, point. Donc il y a deux réponses à ça, on a l'épuisement géologique ou le grid. Pour le moment, on a choisi le grid.
Et l'épuisement est inévitable, mais effectivement, il y a une incertitude. Même chose pour tous les minéraux. J'ai fait le calcul, il y a un papier qui a été publié. Tous les pics arrivent dans la seconde moitié du 21e aussi. Alors, ce n'est pas une prédiction, c'est un scénario, c'est business as usual. Si on maintient la grande accélération, alors on a ça. C'est pour ça que je suis accélérationniste, sinon mes articles sont faux. Donc moi, je vous conseille de plus d'IA, plus un iPhone par an. Et donc, comme ça va être dans la seconde moitié du 21e à les estimations actuelles, ça veut dire que c'est demain du point de vue technologique et que c'est maintenant qu'il faut y penser. Et il faut de toute façon y penser, même si c'est au 22e siècle, parce que ce sont des questions fondamentales et très compliquées qui remettent en question 2 ans de sciences et de technologie. Deux siècles, pardon. Je vais rajouter une petite anecdote, José. C'est un peu information insider. C'est une société d'exploration pétrolière qui est venue nous voir pour faire de la robotique. Parce que leurs clients, qui sont les pétrolières, dans l'espace de 3 ans, dans les contrats, ils leur demandaient pour le même montant d'explorer une zone 2 fois plus grande. Ils trouvent de moins en moins. Qu'est-ce que ça va, en effet? Donc, on a l'impression que ça continue, mais les rouages derrière, les engrenages, ne sont plus en train de tourner comme avant. Et puisque tu parlais d'NVIDIA, et dans le silicium, la loi de Moore, c'est pareil. Donc, voilà, la loi de Moore, c'est quelque chose de fascinant dans la mesure où on pense très souvent que c'est une loi. C'est pas une loi, c'est quelqu'un qui a mis plein de points sur un graphe, qui s'est dit, bah, tiens, ça fait une jolie courbe, mais il n'y avait pas de phénomène intrinsèque pour la driver. Et la loi de Moore, donc, c'est une croyance dans l'ingénuité humaine. Christian, dans sa question, je sens qu'il y a ça derrière. Bon, on va trouver la façon de faire ça. Et depuis 2009, on arrive toujours à doubler le nombre de transistors tous les 18 mois. Bon, moi, la capacité de calcul par zone, par unité. Mais avec des techniques de plus en plus chères. Donc, quand on voit combien ça coûte, ça a commencé à plafonner déjà il y a une grosse dizaine d'années déjà. Et aujourd'hui, parce que finalement, quand on parle des nanomètres et le fait que Taïwan, c'est les seuls à pouvoir fabriquer les 3,5 nanomètres, mais demain, ça sera 2, on est en train de parler tout simplement de la taille des fentes des petits canaux qu'on fait avec de la lithographie sur le silicium. Il y a des phénomènes physiques qui arrivent dès lors qu'on fait les canaux trop petits et que les électrons se cognent en permanence contre les murs de ces canaux quand on les fait passer par les portes logiques. Donc ça réchauffe plus. Et une fois qu'on arrive à 2 nanomètres, 1 nanomètre, ce n'est plus efficace, on n'arrive plus à le faire, on rentre dans des effets quantiques, on fait des choses qui sont trop petites. Donc ça, les 2 nanomètres, ça marche déjà dans le labo. On peut imaginer que d'ici la fin de la décennie, s'il n'y a pas un truc qui se passe avec les Chinois, on va avoir des machines ASML ou autres à Taïwan qui vont produire ça. Et après, on ne sait pas. On fait du 3D stacking, on essaie de faire d'autres choses. Donc, ça veut dire que le calcul devient plus énergivore et plus cher. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la mort d'amour, pour l'instant, la loi mort d'amour, ça veut dire le nombre de fonctions qu'on est capable de greffer sur une même petite puce. Pour l'instant, ça continue. Donc, tous les gens de la tech disent aujourd'hui, ça va devenir encore de moins en moins cher de collecter des données du monde réel. On va pouvoir les utiliser. Ah, c'est les robots qui vont les récolter maintenant. Ils vont devenir la plateforme physique. C'est l'IA incarnée, l'IA physique, dans tout ça. Par contre, ça va devenir plus cher de faire les calculs. Ça, NVIDIA, il le sait aussi. Oui. Et pour l'instant, quand on voit les dernières, c'est quoi? C'est pas les Blackwell. C'est quoi la dernière GPU? C'est les Blackwell, je pense. Donc, quand on voit Jensen Huang qui arrive sur scène avec les robots et il montre la carte, là, depuis 2 ans, je regarde la taille de la carte qu'il montre.
voilà notre nouvelle. Et donc là, on la voit, celle de l'année d'avant, elle était comme ça, et celle de cette année, elle est déjà comme ça. Et donc on voit déjà toute la réfrigération, tout le reste des choses qu'il commence à mettre en œuvre pour pouvoir faire croire encore que le calcul devient de moins en moins cher. Donc il y a beaucoup de lois, que ce soit pour moi pour le pétrole, pour l'extraction des matériaux. Là, on dit le lithium, il n'y a pas de souci pour le lithium. On a découvert comment l'extraire de l'eau de mer. Comme disait José. Oui, oui. Mais pour répondre à la question aussi, c'est-à-dire si on veut que ce soit au 22e siècle, bah, il ne faut pas être accélérationniste. Or, on est toujours dans la phase exponentielle. La grande accélération, elle est toujours vérifiée. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on regarde toutes les courbes, elles sont comme ça, je les dessine depuis 14 ans, on fait toujours cette fameuse exponentielle. Donc le ralentissement, c'est pour gagner du temps pour inventer la suite, justement. Et sinon, c'est la géologie qui va résoudre le problème. C'est-à-dire, sur la prospection pétrolière, ben, les pétroles actuels sont de moins en moins bons et la prospection pardon, que les gens font, ils trouvent de moins en moins. Donc, après, on peut toujours rêver d'aller dans le plus profond dans l'océan, etc. Ça devient de plus en plus cher, et techniquement de plus en plus difficile. Et je ne parle même pas de l'écologie environnementale, encore une fois. Même si on s'en fiche de la biodiversité, etc., on voit bien que c'est des industries qui sont occupées à stagner. Et si on regarde la courbe des pétroles, moi, je n'ai pas amené mon ordinateur, mais j'aurais pu montrer la courbe des pétroles, c'est la courbe des pétroles. En fait, on multiplie les pétroles, c'est-à-dire le bon vieux pétrole, crude oil, comme avec James Dean, on fait le trou et puis on a un geyser au Texas, un geyser d'or noir. Ça, c'est fini de la plupart des pays. Il y en a encore aux États-Unis, il y en a encore en Arabie Saoudite, etc. etc. Le Venezuela, de manière bizarre, on a plein dans le fond de l'océan, mais ils n'ont pas la technique pour aller le chercher. Ce serait intéressant d'annexer le Venezuela. Et donc, si on veut vraiment repousser cette échéance, parce que c'est ça l'idée, il faut ralentir. Et donc, il faut que les équipements durent beaucoup plus longtemps et il faut étrangler les gens qui font des algorithmes qui sont nuls à chier parce qu'ils ont toujours besoin de plus de puissance de calcul. Donc, nous, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'avais des cours d'informatique, il y avait toujours le vieux prof qui venait nous expliquer comment faire un calcul en un minimum de bits en assembleur. Et tout le monde se disait, ce mec est fou, parce on commençait à avoir des puissances de calcul gigantesques. Maintenant, un facteur d'obsolescence du matériel, ce qui est vraiment l'essentiel de ce matériel, c'est qu'on programme de manière ultra nulle. C'est-à-dire, ce qui fait que l'iPhone est obsolète, ce n'est pas vraiment le hardware, c'est plutôt que les applis qu'on met dessus sont de plus en plus voraces en puissance de calcul, en mémoire, etc. Et donc là, il y a là aussi un effet très important, c'est-à-dire c'est pas le cerveau et le corps d'un côté, c'est les deux ensemble, c'est une seule et même entité, et que donc il y a un travail à faire sur les softwares, pour éviter l'obsolescence et que le matériel, c'est-à-dire des devices durent le plus longtemps. Et même si on le fait. Et donc ça nous permet d'arriver vivant au 22e. Si on arrive. Parce que si on regarde ce qu'on est en train de déployer aujourd'hui, on parle de l'IA génératif, si on voulait chercher, donc, là, la merveille de ChatGPT, c'est dans un seul modèle, je peux tout faire. C'est multitâche. Ce n'est pas une IA pour faire une tâche, une autre IA pour faire une tâche. Mais donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut une petite chose, on est en train d'activer physiquement tout le réseau. Donc, on dit, on a mis toute la connaissance humaine, et plein de bêtises au passage, dans quelques gigas. Un fichier qu'on peut télécharger si on veut souffrir et attendre la réponse, ou on peut le faire directement sur les serveurs de OpenAI et qui tourne et qui chauffe très vite, mais on le sort, donc on ne se rend pas compte. Mais avant, par exemple, quand on cherchait dans Google une information, il y avait des algorithmes de recherche, il y avait des tree search, il y avait des choses qui étaient plutôt efficaces. Donc, on dépensait de l'énergie, il y avait des données qui étaient stockées, on allait chercher, et parfois on ne trouvait pas. Aujourd'hui, pour rechercher cette même information, on est en train d'activer tout le temps tout. Ça, ce n'est pas efficace du tout. On est en train d'aller dans le sens contraire. Et on peut optimiser tout ce qu'on veut, on peut faire du pruning, il y a plein de techniques pour rendre ces mêmes modèles un peu moins énergivores. On est en train je ne vais pas dire des gros mots,
Alors, on est en train d'utiliser des objets qui sont surdimensionnés parce que la plupart du temps, on ne leur demande pas de faire toutes les tâches, mais une seule. La même chose avec le robot à tout faire, avec 70 degrés de liberté, avec des variateurs d'énergie qui est censé pouvoir faire tout, mais qui ne va jamais être aussi efficace qu'un robot spécifique pour faire chacune des tâches. Et donc là, le rêve, c'est, oui, mais l'humain, il peut tout faire. Et oui, mais l'humain, il est basé sur la chimie mouillée. Il est beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique que le robot, et sur la locomotion, et sur la computation, le calcul sur tout. Donc, c'est des objets qui, par nature, aujourd'hui, ne sont pas... Non, c'est zombies, oui. Oui. Il y a encore des questions? Ouais, on a un retour de Christian. Ah, Mais vous n'avez pas répondu ok. sur les risques de conflit et le besoin contradictoire qui est en cours dans nos pays de s'armer. De s'armer. Ah ben si, j'ai répondu, on a un retour de l'impérialisme. Les empires sont occupés à se reformer. Donc il y en a un moribond qui est l'empire russe, qui pour le moment essaye d'annexer l'Ukraine parce que c'est quand même un berceau extraordinaire, c'est le grenier à blé de l'Europe. Il y a l'impérialisme américain qui se redéploie. Bon, c'est pas pour rien qu'il menace Venezuela, hein, c'est le narcotrafic et ce cela, oui. Et donc, il y a les Chinois qui ont décidé de devenir un empire pour résister à l'empire américain. Donc, effectivement, on va vers quand les ressources deviennent limitées, enfin, elles deviennent critiques, à ce moment-là, on a une géopolitique de la guerre qui se remet en place. Mais on y est dedans, on est dans la guerre de tout. On a écrit un article d'analyse. Donc, un doctorant, Thomas Lapi, qui fait la partie sciences sociales, il a fait un article d'analyse sur la stratégie d'investissement de la Chine dans les mines. Et eux, ils ont 20 ans d'avance par rapport à tout le monde. Ils ont doublé les Américains. Les Européens, ça c'est facile parce que nous, on dort. Mais ils ont doublé les Américains. Ils se sont même installés dans les endroits les plus stratégiques pour la mine en Amérique du Sud, alors que l'Amérique du Sud a toujours été une chasse gardée, la doctrine Monroe Oui, des Américains. des Américains. Donc, les empires se sont déployés pour répondre de manière conflictuelle. Mais ce qui est un peu rassurant dans cette histoire, c'est que les empires peuvent aller vers un suicide collectif, c'est-à-dire on se fait une guerre comme une guerre mondiale comme on a connu, et là on va vers le suicide collectif. Mais même Trump se rend compte que tordre le bras aux Chinois, quand ils ont 93% des terres rares chez eux, et que quand ils n'ont pas les terres rares chez eux, ils dominent la filière de production, parce les Chinois ont une stratégie d'intégration verticale permanente dans toutes les industries, et que donc leur tordre le bras devient difficile et qu'il faut commencer à négocier. Et ça, c'est parce que justement, on est dans un monde en réseau et que les technologies sont planétaires. Donc, soit on se dit, je vais réussir à tuer tous les mecs d'en face, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis, ou on est dans un réseau de négociations et effectivement, il y a une géopolitique de la paix qui devrait se mettre en place, où on sort que l'impérialisme, c'est jamais que le système zombie qui se révolte pour durer le plus longtemps. Et donc, on a ces conflits, on est en plein dedans. Et on va se rendre compte que ça va être compliqué puisqu'on a besoin de toute la planète pour fabriquer ces engins. Il y a quelque chose de très beau. On ne pourra pas ramener. Ce qui est intéressant, c'est que la réindustrialisation de l'Europe est totalement utopique. D'abord parce que les Chinois ont fait l'intégration verticale et qu'ils ont la main sur les matières premières. Donc nous, on peut construire des usines si on veut, mais la matière première, elle va venir d'où? En Espagne, ce sont les Romains qui ont vidé la mine d'or. La mine d'or. On est allé en Amérique du Sud. Mais ça reste aujourd'hui, c'est Wacker qui extrait le silicium du Monte Sacro à Saint-Jacques-de-Compostelle justement pour l'envoyer derrière en Malaisie. C'était ça sa question, à Christian? Le silicium. C'était ça ou pour les armées? Il est content, on peut lui demander s'il est content. Mais José, il y a quelque chose de très bon. On veut lui parler. Il va être content, sinon Vous m'entendez ou pas? Oui, merci. Ok. Non, mais du coup, c'était vraiment l'idée. Enfin, pour moi, il y a une histoire de course un peu. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a d'un côté, effectivement, ces technologies un peu
peut-être un peu zombie, mais on voit aussi que pour les maintenir, pour moi, il y avait vraiment de risques. Mais tu as partiellement répondu là. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a une espèce de course à l'armement et qu'aujourd'hui, nous, enfin, si on devait conseiller, enfin, ce que je trouve un peu difficile, c'est que est-ce qu'il vaut mieux conseiller de ne pas du tout investir dans ces technologies et de passer aux suivantes, mais avec le risque éventuellement que du coup on soit encore moins armé, entre guillemets, pour se défendre. Et donc, je trouve que finalement, je ne sais pas si on peut vraiment d'un revers de la main dire n'aura pas besoin de ces technologies-là, en fait. Parce que finalement, c'est aussi des technologies qui sont utilisées pour se défendre, quoi. Mais nous sommes d'accord, Christian, c'est ce que je dis, c'est-à-dire il y a une sorte de fatalité du projet IA et robotique qui est une propriété émergente du système socio-économique. Et en fait, du point de vue militaire, il est évident que l'IA est déjà sur le terrain en Ukraine. On a vu son usage discuté à Gaza. Évidemment que la première chose, le premier employeur des physiciens, et là je ne parle même pas des ingénieurs parce que je suis physicien, le premier employeur des physiciens, c'est l'État pour l'armée. Le projet Manhattan, on n'a pas demandé aux ingénieurs agronomes de le faire. Donc, on a pris ce qu'il y avait de mieux en physique moderne à l'époque. On leur a dit, fabriquez-nous l'arme fatale. Et donc, les physiciens font ça. L'inventeur de l'ordinateur, celui qui a contribué, von Neumann, n'oublions pas que ENIAC, von Neumann sort du projet Manhattan et il se dit, il nous faut des calculateurs pour calculer les armes atomiques. Donc, il va nous falloir de l'électronique, des ordinateurs, etc. Et il a même fait un truc très intéressant, parce que je sais pas, c'est juste un petit détail pour les techniques vivantes, parce qu'on est là, on a toute la soirée. En fait, vous savez que dans le projet Manhattan, les calculs étaient faits par des salles remplies de femmes. C'est parce que d'où elles viennent ces femmes, c'était secrétaires à l'époque. Et donc, on demandait aux secrétaires, on les mettait toutes alignées en rang d'oignon, on leur donnait une fiche, et puis elles devaient faire une opération par fiche, et puis passer la fiche à la voisine, et de proche. Donc, l'algorithme était fait à la main par des humains, et donc à la fin, on récoltait la fiche et on avait le résultat. Mais von Neumann, il a fait des tests pour voir si les ordinateurs humains, c'est-à-dire les centres de calcul, les data centers, entre guillemets, humains, alors il se fait que c'était des femmes pour la misogynie de l'époque, hein, mais étaient meilleurs que les ordinateurs les premiers ordinateurs électromécaniques, électroniques qui commençaient à balbutier. Et c'était pas évident qui allait gagner. Mais il y a eu un pari technologique, c'est-à-dire on va pouvoir faire de l'efficacité d'un côté. Donc encore une fois, effectivement, le premier employeur de tout ce qu'on invente en physique, le premier employeur de la mécanique quantique, c'est l'armée. Et ça, on est d'accord, il y a ce problème dans l'humanité, mais je ne suis pas anthropologue, il faut demander à un anthropologue. Alors, monsieur l'anthropologue, et la guerre dans tout ça? Pour moi, la réponse de José est finalement, il faut faire les deux en parallèle parce qu'on ne peut pas éviter de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, il y a une forme de fatalisme, mais ce fatalisme doit être régulé, c'est-à-dire alors il n'y a pas que du côté des ingénieurs, mais vous devez oser, bon ça c'est facile à dire parce que je ne suis pas dans le PEP vraiment, mais donc vous devez oser résister, c'est-à-dire envoyer des messages de frein du côté politique, pendant que les sciences sociales prennent les politiques en étau de l'autre côté, pour dire, attention, le système socio-économique actuel, il a un problème fondamental, et ce n'est pas les crises environnementales. Encore une fois, mon argumentation n'est à aucun moment basée sur des crises environnementales. Donc, je le dis de manière nette, j'ai dit ça chez une grande entreprise française, j'ai dit, j'en ai rien à cirer du réchauffement climatique, j'en ai rien à cirer de la biodiversité, je vais vous expliquer pourquoi votre entreprise va disparaître. Même si, comme moi, vous n'en avez rien à cirer de l'environnement. Et donc, cette question-là, elle est pressante, c'est une question scientifique, mais c'est aussi un système socio-économique qui est zombifié, etc. C'est la manière dont on conçoit, c'est le rôle de la conception des technologies qui doit être revu. Il est aussi zombie. On conçoit toujours pour moi, je n'ai jamais vu jusqu'à présent, je n'ai jamais vu de conception technique qui me fasse un waouh. Waouh! Je vois des zombies. Bon, je devrais arrêter la coke, mais je vois des zombies partout. Et donc, Il faut se dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui et pendant le dernier siècle, la science fondamentale qui peut amener les clés pour le reconcevoir
ça n'a été financé que par les États, Oui. qui sont les mêmes qui ont ces prérogatives militaires, stratégiques et autres. Alors qu'on commence à voir maintenant de la recherche fondamentale financée par d'autres acteurs, et pas de chance, c'est la tech. On a vu tout à l'heure que leur motivation était encore plus altruiste. Donc, je ne sais pas si on peut faire du crowdsourcing pour faire de la physique fondamentale, mais parce que ça coûte cher. Oui, c'est un des problèmes. Il y a un problème démocratique monstrueux, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès, c'est pas ouvert, c'est-à-dire OpenAI, c'est closed AI, comme on disait. Donc, on n'a pas accès à ces algorithmes. Il y a des algorithmes open source qui essayent d'exister tant bien que mal. Mais donc là, il y a un problème de démocratie énorme, c'est-à-dire on n'a aucun contrôle, on n'a aucune vérification par le secteur de la recherche publique sur le secteur de la recherche privée. C'est effectivement une inversion assez extraordinaire dans l'histoire de la conception des technologies. Mais ils sont accélérationnistes, moi, tant qu'on est accélérationniste. Ils sont très sages, le public est très sage. Merci, en tout On est cas. très bavards et eux sont très sages. José, Ah non, toi président, donc il y a deux pôles, donc il y a le pôle de la technologie et une autre façon de faire des machines. Alors déjà, ralentir certaines choses, faire bifurquer, mais aussi trouver de nouvelles physiques, de nouvelles chimies. Et donc derrière, il y a ce moteur socio-économique dont vous avez parlé, mais qui est lui aussi, qui est un moteur, qui a aussi ses composants. Ces composants sont obsolètes. Consommation, capitaux, importation, exportation. En changeant ce moteur, cela permettrait de changer automatiquement, simultanément, la façon d'orienter la conception des machines. J'ai vu parler, députés, fonctionnaires, donc très souvent ils votent en touche. Vous, stratégiquement, Grégorio, tu interviens auprès des États, d'entreprises nationales, voire européennes. Est-ce que c'est une conversation que vous avez avec le conseil d'administration Alors, j'arrive à avoir cette conversation avec des grands patrons du CAC 40 dans des salons au sous-sol de certaines écoles et ministères. Et ils viennent à titre personnel à chaque fois pour s'interroger sur ce qu'on pourrait changer. Et ils sont incapables d'avoir cette réflexion en tant que patron d'entreprise. Et pour les États, on n'en parle pas. Si on parle des métabolismes, il y a une chose qui, moi, me fascine, c'est peut-être le fait d'être au CEA, c'est comment les grandes organisations, c'est la différence entre énergie et ordre. Et donc, au début, un projet Manhattan, par exemple, on part avec énormément d'énergie. Et donc, il y a des groupes de personnes, c'est une petite société qui commence à grandir, avec un but plus ou moins incroyable. Voilà, pour le CEA, c'était la bombe atomique, c'était le réacteur, et donc tout de suite, ça commence à aligner les énergies de milliers de personnes, jusqu'à avoir 21 000 aujourd'hui. Dès lors qu'on a un nombre de personnes suffisant, il faut mettre de l'ordre. Et donc, pour mettre de l'ordre, sinon, on n'arrivera pas à les aligner. Et donc, peu à peu, on remplace même des individus qui mettaient de l'énergie par des individus qui vont mettre de l'ordre, qui vont passer de l'information, Et donc, peu à peu, c'est les scléroses. Et j'adore le début de la fondation d'Asimov, justement le procès à Harry Sheldon, où il dit, ben non, l'Empire, il était pourri déjà il y a des centaines d'années. Mais non, c'est plus fort que jamais, non. C'était déjà pourri à l'intérieur. Donc aujourd'hui, quand on parle de cette macroéconomie, du flux circulaire de n'importe export, le réseau d'acteurs, il est tellement installé que même les acteurs, les leaders qui pourraient se dire je mets le point sur la table, ils ne vont pas le faire. Si on regarde malheureusement ce qui a tendance à se passer, c'est que une fois que c'est optimisé, on est du vivant,
On est dans la chimie, dans la chimie mouillée, et les circonstances changent suffisamment. Le mélange entre capitalisme et accélération technologique qui rend tout. Ben voilà, on vire 3000 personnes ici, 3000 personnes là-bas, on les remplace par des chatbots. Il y a une grosse révolution. Il y a plein de leaders qui sont éliminés. Et là, on peut imaginer quelque chose de nouveau. Et j'ai pensé très, très, très longtemps comment on pourrait éviter ce type de choses. Je n'ai pas trouvé la clé. Donc, je suis plutôt pessimiste par rapport à. Donc, en tant qu'individu, c'est le leader des pays, d'entreprises, ils le savent et ils le regrettent et ils pensent, et ils sont désespérément, à la recherche d'une clé pour changer les choses, mais dans le rôle qu'ils tiennent dans ces systèmes qui sont bien établis, ils n'arrivent pas. Nous, on n'arrive pas. Il y a une question théorique qui est sous-jacente à ce que tu poses, qui est, en fait, bon, moi, je développe et j'enseigne une méthode système terre, système technique, système complexe. Et donc, le but du jeu dans un système, c'est d'identifier les éléments et après, enfin, les éléments qu'on pense pertinents et puis les relations en termes de boucle de rétroaction. Donc, faire une cartographie et regarder ce graphe. Et en fait, ce qu'on ne sait pas faire dans les systèmes complexes, et depuis que je suis étudiant, c'est comme ça, c'est qu'on a beaucoup de mal, c'est pour ça qu'on ne les utilise pas en fait concrètement, parce qu'on a beaucoup de mal à agir sur un système complexe, à trouver les points de bascule, parce que tout est dans tout, on a besoin de tout. On ne peut pas éliminer des trucs. Enfin, parfois, certains sont plus marginaux que d'autres. Donc, identifier les nœuds, comme dans la théorie des réseaux, c'est les hubs. Et si je retire le hub, le truc s'effondre, etc. Qui peuvent donner des bras de levier. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire. C'est vraiment une question de recherche fondamentale. Les cartographies en système technologique, on identifie. Et c'est énorme, un système technique, puisque ça contient toute la société, un système technique, c'est ça le problème. Mais il faut quand même essayer de cartographier, puis identifier les boucles de rétroaction et voir comment on peut agir. J'ai vu une dame qui faisait ça à l'INRAE en agronomie, où elle faisait une approche système. C'est extrêmement difficile, on n'arrive pas à le faire, c'est compliqué. Alors, moi, la réponse que j'ai actuellement pour un truc un peu plus système, parce que dans le discours général, on est obsédé par la consommation d'électricité, par la baisse des gaz à effet de serre, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais moi, je pense qu'un effet levier, c'est économiser 1 kilogramme de matière, ne pas utiliser 1 kilogramme de matière, a un effet plus systémique que ne pas émettre du dioxyde de carbone, parce qu'on peut encore tricher un peu. Je suis sûr que des gens vont trouver les moyens de tricher sur le kilogramme de matière, mais on peut tricher, tandis que le matériau, parce que justement, il sort du prisme énergie, énergie, énergie. On n'a pas de problème d'énergie. C'est la métaphore que j'utilise, c'est vous êtes au milieu de l'océan, sur un bateau, en train de crier, on a un problème d'eau, on a un problème d'eau. Non, on a un problème d'eau potable, c'est-à-dire d'eau qu'on peut boire, parce qu'on est on est entouré d'eau salée. Et pour l'énergie, c'est la même chose. On reçoit toutes les 58 minutes la consommation, les 600 hexajoules de toute l'humanité. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment je capture dans ce flux solaire, avec quel type de matériaux, quel type de technologie, quelle durabilité, comment je capture. Donc, on en revient donc à la question, est-ce que je plante un arbre, je fais de la photosynthèse, ou est-ce que je plante un panneau photovoltaïque? Et évidemment, le panneau photovoltaïque nous permet de faire l'électricité, mais je vous rappelle que sur les 300 000 ans d'Homo sapiens plus électricité, c'est une virgule dans l'histoire de l'humanité. Hein, mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, la question, c'est celle-là. On revient sur les matériaux. Comment je fabrique mon capteur d'énergie solaire durable? Parce que vous savez que si vous coupez un arbre, vous le jetez dans la forêt, il ne se passe pas grand-chose. Quand vous jetez un panneau photovoltaïque dans la forêt, alors là, du coup, vous avez un problème environnemental. Et donc, économiser de la matière, donc obsolescence du matériel, c'est-à-dire faire durer le maximum les matériaux, pour ne pas, le matériel pour ne pas consommer plus de matériaux, donc éviter cette fuite en avant du changement. Évidemment qu'il va falloir faire du recyclage, mais pour le recyclage, j'ai une opinion mitigée, je ne sais pas si ça va être un bien ou un mal, mais quand même, ça vaut le coup d'essayer pour retarder, c'est la réponse à Christian, pour retarder le problème des pics de production estimés actuellement, qui ne sont pas des prédictions, pour les amener au XXIe siècle, le temps qu'on ait le temps de réfléchir à des choses très compliquées. Et n'oublions pas qu'on vit une époque
inégalée dans l'histoire de l'humanité. Inégalée. Et justement, une des fuites vers le spatial, c'est-à-dire on va aller sur Mars, on va aller exploiter des astéroïdes, c'est exactement ce que l'Occident a fait. On va aller exploiter les Américains, enfin le continent américain, on va exploiter le continent africain, comme disent les Américains, le frontier, c'est les cow-boys à la frontier, et comme dit Star Trek, espace, frontière à l'infini. Donc c'est l'idée qu'on peut toujours aller voir ailleurs quand on a épuisé un truc. Eh bien, l'anthropocène, c'est il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a plus d'ailleurs. Donc il faut qu'on percute sur cette question. Et donc, il faut falloir trouver des réponses à cette question. Donc, il faut faire de la cartographie, trouver les boucles de rétroaction et se demander où sont les nœuds les plus importants. Je suis en train de me remettre beaucoup en question parce que quand tu as dit ça, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire un énorme modèle d'IA qui trouve ce modèle lié? Et je me suis dit que les tous perdus. Je demande à ChatGPT. Trouve les nœuds. Bon, c'est fini. Ouais. Question? Merci beaucoup. Ouais, merci. Passionnant. Puis, Les gens qui sont restés jusqu'au bout. les zombies à la Joe. Oui, oui, il y en a. Voilà, bah, on reste là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon bon monsieur. Et si c'est pas nous, ce seront les poulpes qui vont résoudre le problème. Oui, bah, c'était le problème de base, on l'avait dit. J'espère que ça n'a pas été ennuyeux par contre. Non, la question pour vous, c'est comment vous dézombifiez le CEA. C'est-à-dire comment vous entamez une procédure de dézombification parce que le système socio-économique et politique vous pousse à la zombification. Donc, je t'amène parler avec un ami. Non, je sais bien, mais alors je sais bien que c'est difficile, c'est ça que je veux dire, mais je veux dire, il y a vous devez penser à repenser la technique justement avec ces questions-là et repenser les freins que vous pouvez. Bien sûr, vous allez avoir Thalès qui va venir vous dire ça n'a pas la tête, tout, et les Russes. Bah, Thalès nous paye. Oui, 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 je sais bien.